Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous présenter cette émission exceptionnelle, inédite, consacrée aux États généraux de la communication, les premiers du genre. Il est 10h30, bienvenue. J'espère que vous êtes nombreux derrière vos écrans pour suivre les débats, auxquels vous pouvez bien sûr participer. Je vous le dis dès maintenant, nous attendons vos réactions ou vos questions grâce au hashtag EGCCOM2020, les États généraux de la communication 2020. C'est tout de suite. Et comme vous le voyez, nous occupons ce matin le plateau de l'émission C'est à vous, diffusée tous les jours en direct sur France 5. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif des débats, je vais accueillir celui et celle qui nous réunissent ce matin, puisqu'ils sont en partie à l'initiative de ces États généraux. La fondatrice et présidente de BETC Group et présidente de l'association pour les actions de la filière communication et le président de l'Union des marques. Voici Mercedes Serra et Franck Gervais. Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous les deux. Je ne vous serre pas la main, mais le cœur y est. Vraiment, je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Mercedes Serra, je le disais avant votre entrée, ces états généraux de la communication, quand même un peu votre idée. Alors, on va dire que c'est une idée collective de la filière, puisque je m'occupe de la filière de communication. Cette filière, elle a été créée en 2015, sous l'égide du ministre de l'économie, à l'époque Emmanuel Macron, qui s'est dit il n'y a pas de filière dans les services, c'est quand même incroyable. Donc c'est long de mettre en place une filière, il y a de la préfiguration pendant 2 ans, c'est incroyable, mais c'est intéressant parce que c'est du collectif, c'est tous les métiers de la communication, ça va des médias aux agences, au digital, aux régies, tous les métiers de la communication, on leur demande de beaucoup travailler bénévolement, mais c'est intéressant. Et on pensait qu'on avait des problématiques, des difficultés, des choses à traiter. Et l'idée des États généraux est venue de là. Il fallait que nous parlions à nos interlocuteurs, qui sont nos clients, c'est-à-dire les marques. Et donc, on a approché l'Union des marques en leur proposant des États généraux. Et Franck Gervais, à l'époque, est toujours président de l'Union des marques. Il nous a très, très rapidement dit que ça l'intéressait. Et nous voici. Alors, on est dans un contexte quand même qui est très particulier. Pourquoi maintenant ? En fait, ces États généraux, on les a mis maintenant parce qu'on pensait qu'on avait des tas de choses à faire bouger. Parce que le monde avait bougé, et énormément. Les médias ont bougé, mais les consommateurs, le public a bougé. C'est plus pareil les marques. Les marques qui autrefois étaient reliées aux produits et uniquement aux produits sont reliées aux entreprises. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Il y avait des inquiétudes fortes des consommateurs, inquiétudes entre la consommation, le pouvoir d'achat et inquiétudes sur le climat. Donc, tous ces frottements nous faisaient dire qu'on avait intérêt à travailler. Tout ça sont des sujets assez importants. Quels enseignements pouvez-vous tirer de vos réflexions de ces derniers mois et quelles pistes de réflexion? J'imagine que vous n'avez pas déjà les solutions, mais au moins des pistes. On a beaucoup travaillé. On a travaillé sur la thématique très importante de la consommation. Parce que c'est compliqué la consommation. Vous ne pouvez pas dire comme ça, on va arrêter de consommer parce qu'on va aussi peut-être arrêter de travailler. Et ça va être un problème. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux chez les gens. Premier enjeu climatologique. Ils ont compris qu'il y avait un problème avec la planète, qu'il fallait faire certaines choses. Mais deuxième enjeu, très très important, comment ils vivent, comment il n'y a pas de chômage, comment les inégalités sociales ne se creusent pas. Donc en fait, ce n'est pas simple à régler, mais on a des choses très précises autour de ça. Et surtout, on pense que pour régler ces choses-là, c'est intéressant de mettre les gens ensemble. C'est intéressant d'être ouvert, c'est intéressant d'expliquer mieux notre métier, parce que je pense que peu de monde le comprend complètement. Et que là, c'était vraiment l'occasion importante de bien expliquer notre métier. Toute cette matinée, on va essayer justement de mieux comprendre. Toute cette matinée, avec pour nous, l'enjeu de rencontrer ces citoyens qui ont quand même passé beaucoup de temps avec pour objectif de baisser l'effet de serre de façon importante, 40%, 2030, 40%.
et en même temps des économistes et en même temps des grands climatologues. On espère apprendre beaucoup, on va aller écouter avec beaucoup de soin. Alors il y a des attentes, elles sont très fortes. Franck Gervais, avez-vous une idée précise de celle-ci ? Alors, pour s'en faire une idée précise, on s'est dit quoi de mieux que d'interroger les Français. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'Union des marques. Il y a un mois à peu près, on a réalisé un sondage avec Odoxa en interrogeant les Français sur leurs attentes quant à la transition écologique et la publicité. Alors, il y a 2 enseignements et les résultats en fait sont très très clairs. Le premier, c'est que 94% d'entre eux nous disent l'entreprise doit jouer un vrai rôle dans cette transition pour faire en sorte que les Français consomment mieux. 94% disent l'entreprise doit jouer un rôle. Et 89% nous disent, dans ce rôle-là, précisément, ils attendent que la publicité joue vraiment ce rôle d'aiguillon pour une société qui soit plus responsable, dans laquelle on vive mieux, tout en consommant. Et donc, ils nous disent j'attends beaucoup de l'entreprise et de la publicité en particulier. Et puis, on a aussi interrogé les marques, nos adhérents. Et là, c'est pareil, à 98%, évidemment, les marques, nos adhérents disent on a, nous, des obligations dans cette transition, dans cette mutation sociétale, sociale, environnementale. Donc, je crois que là-dessus, tous les feux sont au vert. Oui, mais donc il y a une nécessité de responsabiliser le secteur. Quel levier, en fait, pour encourager le secteur, justement, à prendre la mission à bras-le-corps ? Alors, le mot, c'est bien celui-là, c'est celui de responsabilité. Responsabilité. Responsabilité, voilà. Qu'on veut ne plus opposer à consommation. C'est ce que disait Mercedes. Je pense qu'il faut raisonner beaucoup plus de façon inclusive. Et donc la responsabilité, en fait, ça engage. Ça engage complètement des marques qui ont compris qu'un prérequis à leur avenir, c'était leur raison d'être, d'avoir un rôle, une utilité. Moi, j'aime bien le mot de bénévolence, ce mot qui dit vraiment cet élan, cette orientation pour faire le bien, pour être utile, responsable. Et nous, on a des marques qui sont engagées dans un programme qu'on appelle FAIR, qui dit nous nous engageons à vraiment mener des actions en responsabilité, publier nos publicités dans des environnements qui sont des environnements responsables. Donc elles se sont engagées, mais en parallèle, on a vu des citoyens, consommateurs, dont le niveau d'attente s'était élevé. Et donc, c'est un nivellement par le haut, et ça, c'est très bien. Mais dans ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que les marques ont fait le constat, ont déjà pris conscience des enjeux, mais est-ce qu'elles ont déjà commencé à amorcer le changement face à tous les enjeux environnementaux ? Alors, ce changement, il a été amorcé. Quand on discute avec les marques, plus de 3/4 d'entre elles nous disent, évidemment, on a des obligations dans nos prises de décision de tenir compte de tous ces critères sociétaux, environnementaux, sociaux aussi. Et donc, ça nous oblige, clairement. Donc là, il y a une prise de conscience. La question, c'est est-ce que les actions sont suffisantes aujourd'hui ou pas ? Et là, moi, je pense que les marques vont pas changer le monde. C'est pas ce qu'on leur demande d'ailleurs. Par contre, elles doivent contribuer à cette prise de conscience de tous les citoyens pour les rendre acteurs, responsables, éclairés. Et donc, c'est un niveau d'exigence supplémentaire qu'elles ont. Elles sont là pour vraiment transformer le consommateur en consommateur citoyen éclairé, qu'on dote complètement de toutes les informations pour qu'il puisse lui-même agir de façon pleinement responsable. C'est ça qu'on veut. Et je trouve que cette matinée-là, et je veux remercier vraiment et chaudement Mercedes, parce qu'il y a 2 façons de faire. Il y a une façon qui est de dire je suis la présidente de la filière et donc je suis la sachante. Puis il y a une façon ouverte qui est de dire non, la filière doit fonctionner avec les marques, main dans la main, et on veut des débats ouverts, des débats contradictoires, des débats pourquoi pas divergents, avec la société civile, tous les spécialistes, et c'est ce qui a été fait, la façon dont les États généraux sont organisés depuis le départ, et donc je pense que c'est une matinée très importante. Et les débats, ça commence donc ce matin, justement, dans quelques instants, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, on a posé le contexte avec vous deux. Je voudrais d'abord vous rappeler, à vous qui êtes connectés, que pour suivre ces États généraux, nous avons mis en place une plateforme. Je vais y arriver. Et il ne faut pas que je me trompe de fiche, parce que vous allez voir, c'est collaborative. Voilà, Synapscore-États généraux
communication.org. De toute façon, tout ce que je vous rappelle régulièrement va s'afficher aussi sur vos écrans. Vous pouvez poser des questions et nourrir le débat de vos avis, de vos suggestions. Vous trouverez un lien sur vos sites de diffusion de ce live. Il y a également disponible pour vous un fil Twitter pour vos questions live, hashtag EGCOM 2020. Voilà, vous l'avez compris ce matin. Je vous propose donc d'aborder 3 thèmes à travers 3 débats. Vont venir me rejoindre ici sur ce plateau à tour de rôle des publicitaires, des communicants, des universitaires, des chercheurs, des politiques et bien sûr des dirigeants de marque. On en parlait à l'instant. Alors au programme, un premier débat autour de la nouvelle consommation et des nouveaux imaginaires. Un deuxième débat sur la communication, sa contribution à une société plus vertueuse. Et le troisième débat sera consacré à la communication, sa gouvernance et ses possibilités d'évolution. Le menu est copieux, ça va être passionnant, donc restez connectés. Mercedes Serra, Franck Gervais, on se retrouve bien sûr un peu plus tard tout à l'heure et notamment pour la conclusion. Mais avant les débats, nous allons donner tout de suite la parole à des acteurs de ces changements, la nouvelle génération. Ça me fait bizarre moi maintenant de parler de la nouvelle génération, mais il faut bien le dire, ceux qui portent aujourd'hui la responsabilité, vous avez retenu, c'est l'un des maîtres mots de cette matinée, d'écrire des publicités ou de lancer des campagnes de communication. Pourquoi ont-ils choisi de rejoindre ce secteur? Quel est leur rôle par rapport à tous les nouveaux enjeux environnementaux, encore une fois? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Clément Boisseau, Global Chief Strategy Officer chez BETC, Maëlys Truet, consultante marque et design au sein de l'agence Babel et vice-présidente du bureau des juniors de l'AACC, et enfin Thomas Lervien, directeur conseil chez Marcel et président du bureau des juniors de l'AACC. A tout de suite, on les retrouve sur le plateau. Installez-vous, bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Clément Boisseau, vous êtes directeur général en charge de la stratégie chez BETC. Vous voyez la jeune garde arriver dans les agences, pleine d'attentes que vous avez essayé de comprendre. Comment avez-vous fait ? Alors d'abord, évidemment, je les ai écoutés puisqu'on a beaucoup de jeunes à l'agence, puisqu'on est une grosse agence. Mais au-delà de mes conversations interpersonnelles et de mon ressenti, évidemment, j'ai voulu regarder la littérature abondante qui existe sur ce sujet. Il y a beaucoup d'études qui ont été conduites sur les attentes des jeunes diplômés. Moi, j'ai retenu 3 chiffres. Ouais. Un premier qui est 92%. 92%, c'est le pourcentage des 15-25 ans qui veulent un travail qui soit en accord avec leurs valeurs. Et un deuxième chiffre qui est tout aussi élevé et très intéressant, 90% là, des 25-35 ans qui veulent que leur travail leur permette d'avoir une action positive sur la société. Et même un chiffre un peu plus clin d'œil, puisque dans la réalité c'est moins facile, mais 50% des 18-24 ans qui seraient même prêts à considérer une baisse de leur rémunération en échange d'un travail qui est une action positive sur la société. Maëlys Truet, Thomas Lervin, c'est à vous que je m'adresse. Maëlys, est-ce que vous êtes d'accord avec ces études? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être dit? Ça vous correspond? Je pense qu'on sera d'accord tous les deux pour dire que oui. C'est assez, ça fait forcément écho à des conversations qu'on peut avoir avec nos proches, avec nos collègues et avec ceux avec qui on a été formés à ce métier. Je pense que au-delà de la question de la publicité et du réchauffement climatique, je pense qu'il faut questionner plus globalement le rôle et l'utilité de notre métier. Aujourd'hui, on peut être parfois pointé du doigt, on nous explique que notre métier consisterait souvent à déguiser une vérité. Je pense au contraire que la communication, elle peut porter haut des transformations, les accompagner et les raconter. Notre métier, c'est d'abord un métier d'écoute de nos clients, évidemment d'abord, mais aussi des collaborateurs au sein de leur entreprise. Et puis, plus globalement de la société, on doit être capable de sentir les prémices de transformation qui soient plus globales. Et c'est grâce à cette écoute qu'on est capable ensuite d'accompagner des marques dans un déplacement qui soit créateur de valeur. Et cette création de valeur, pour moi, elle n'est pas qu'économique, elle rayonne plus globalement dans la société. Et c'est ça qui est formidable quand même dans notre métier. En tout cas, c'est ça qui, moi, me l'a fait choisir en tout cas. Et alors, pour revenir quand même à la question, Thomas Lervien, sur le réchauffement climatique, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les plus jeunes se posent, par exemple, la question de l'impact de la publicité dans cette problématique, en tout cas avant de rejoindre le secteur? Est-ce que c'est un moteur aussi? Bien sûr. En fait,
Je partage totalement ce ressenti et je confirme que c'est aussi un ressenti que des proches, en tout cas qui font partie de ma génération, ressentent aussi. En fait, je crois fondamentalement dans une chose, c'est que l'innovation et la créativité sont moteurs de progrès. Et ça tombe bien parce que justement la communication, ses compétences principales, en tout cas, sont celles de l'innovation et de la créativité. Quand effectivement on entend la jeune génération aujourd'hui se poser des questions sur la publicité, sur la communication au sens large, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. En réalité, on peut être acteur, comme le disait Maëlys, de ce changement et c'est surtout par nos compétences qu'on peut y arriver. En tout cas, je crois fondamentalement que nos métiers peuvent le faire et notre position aujourd'hui en tant que communicant proche des décideurs et des grands décisionnaires nous permet aussi d'avoir un impact réel sur cela et donc tendre vers ce qu'aujourd'hui la société devrait tendre davantage. Vous parlez de vos compétences. Maëlys Truet, vous pensez justement pouvoir personnellement contribuer par la publicité et la communication à la préservation de la planète? Bon, la question est un peu simpliste, mais vous voyez où je veux en venir. Oui, je pense que la raison d'être de la communication, c'est aussi de pouvoir permettre des changements, de les accompagner. Donc, si on prend le secteur de l'énergie, par exemple, qui est en première ligne sur la question du réchauffement climatique, vous avez des marques qui ont connu un total changement de leur modèle. Aujourd'hui, leur vocation est d'accompagner leurs clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, sur comment mieux consommer et moins consommer l'énergie. C'est quand même complètement différent. Donc, ils ont dû adapter leurs offres, adapter leurs services et donc accompagner accompagner aussi par la communication le changement de ces usages. Si vous prenez par exemple les campagnes d'intérêt général, c'est d'ailleurs toute leur raison d'être, les campagnes d'intérêt général, elles ont permis des changements de comportement. Si aujourd'hui, quand vous montez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité de manière automatique et naturelle, c'est parce que vous avez eu depuis les années 70 des campagnes qui en ont fait la promotion. Si vous avez aujourd'hui une grand-mère qui dit à son petit-fils, quand il monte dans sa voiture, un petit clic vaut mieux qu'un grand choc, slogan de 75, ça montre bien que la communication, elle peut être transformative à partir du moment où elle rend désirable un changement, où elle l'explique, elle l'accompagne, elle le raconte. Clément Boisseau, bon, on voit, enfin moi je trouve que c'est très agréable parce qu'on voit de la détermination, une culture aussi du sujet et beaucoup d'envie. Surtout qu'aujourd'hui la protection de l'environnement est vraiment au cœur de la préoccupation des Français. On ne pouvait pas dire la même chose il y a encore quelques années, mais aujourd'hui je pense que c'est ça. On peut la chiffrer d'ailleurs, cette attente sur ce sujet-là? Tout à fait, on peut complètement la chiffrer. Alors moi j'adore les chiffres, donc je les regarde avec beaucoup, beaucoup de précautions. Alors en fait c'est une attente qui est montée très lentement mais très sûrement, jusqu'à devenir la préoccupation numéro 1 des Français en 2019. Pour la première fois dans le rolling de l'IFOP, on a vu la lutte contre le réchauffement climatique arriver en tête des préoccupations. Bien sûr, en 2020, ça a un petit peu régressé du fait de l'accent mis sur le traitement de l'urgence sanitaire et de l'urgence économique avec la crise qui se profile, mais ça reste dans le trio de tête. Donc ça montre à quel point aujourd'hui c'est complètement installé dans l'esprit des Français. Et d'ailleurs, Mercedes l'évoquait un petit peu en introduction, on vient de mener une nouvelle étude sur ce sujet et 63% des Français déclarent que la priorité du gouvernement après le traitement de la crise du Covid-19 devrait être le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut donner, Thomas Lervien, des exemples concrets? Si la communication joue un rôle de transformation de la société sur ces sujets-là, mais sur d'autres, c'est ce que vous évoquiez, Maëlys, il y a un instant. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? Alors, avant de donner des exemples concrets, je voudrais aussi rappeler ce que disait Clément sur l'importance de la différence entre les intentions et les déclarations sur la volonté de changer et sur les comportements qui changent. Il faut bien se rappeler que changer les états d'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Changer les comportements, ça l'est davantage. Je le disais tout à l'heure, l'innovation et la créativité, je pense en tout cas, sont initiateurs de progrès et initiateurs de changements comportementaux. En tout cas, peuvent y tendre. Et justement, il va falloir utiliser l'outil qu'est la communication pour le faire. Je voudrais, à titre d'exemple, citer ce qu'on dit à nos clients, en tout cas chez Marcel, parce que typiquement, on leur dit à partir du moment où vous faites partie du problème, vous faites déjà partie
de la solution, parce qu'ils ont autant d'intérêt. Positif, c'est bien. Et, en tout cas, on pense qu'ils ont autant d'intérêt à jouer un rôle concret dans ces transformations. Et donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les attentes des Français en tout cas, on puisse y répondre. Je voudrais, il y avait effectivement des exemples que Maëlys donnait sur des exemples de campagnes qui ont permis de changer les comportements. Je voudrais aussi rappeler que les changements comportementaux peuvent parfois être plutôt indolores. C'est l'exemple d'une chaîne d'hôtels qui avait du coup affiché dans l'ensemble de ses chambres un petit écriteau qui indiquait que 75% des usagers, ou en tout cas des clients qui sont passés dans cette chambre précédemment, avaient utilisé à plusieurs reprises leur serviette. Ce qui est intéressant, c'est que ça a convaincu 75% des autres, des futurs usagers en tout cas, à utiliser la même serviette. Alors c'est un petit changement, c'est en tout cas un changement comportemental qui peut paraître anodin. Alors, la réalité, c'est que ça démontre en tout cas le pouvoir des idées, le pouvoir de la créativité pour faire en sorte que des changements beaucoup plus grands en tout cas puissent aussi arriver. Et c'est en tout cas pour ça qu'on fait partie de nos métiers, j'ai l'impression. Merci beaucoup à tous les trois. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est celui de transformation. Quand on parle de transformation, que veut-on dire exactement? C'est avec Bertille Toledano, la présidente de BETC France et présidente de l'AACC, que nous allons répondre aux questions suivantes. Le rôle de la communication dans notre consommation, comment notre façon de consommer peut-elle évoluer et surtout changer et aller vers de nouveaux imaginaires? C'est tout de suite. Bonjour Bertille Toledano. Bonjour Marie. Je suis très heureuse de vous accueillir, de vous recevoir, mais en même temps vous êtes un peu chez vous quand même. Enfin voilà, je suis très heureuse d'être avec là vous aussi ce matin. Notre sujet, c'est donc la nouvelle consommation et les nouveaux imaginaires. Comment la communication, donc votre secteur, peut-elle transformer, aider en tout cas la transformation de la société de consommation? En quelques mots, pourquoi c'est important ce qu'on fait ce matin? C'est un enjeu important parce que, on va le dire, depuis les années 50, en fait, la communication, elle a participé du développement de la société de consommation. Nous sommes un des moteurs du développement de la société de consommation. Pour donner un chiffre, le volume de notre consommation annuelle, il a été multiplié par 3 entre 1960 et aujourd'hui. Donc, en fait, la vraie question, c'est comment ce métier qui a été un des moteurs du développement de la société de consommation, peut devenir finalement un des moteurs de sa transformation. Et comment on peut l'utiliser finalement pour accélérer, et j'ai envie de dire même précipiter, la transition de notre société de consommation compte tenu de l'urgence climatique. Société de consommation, voilà une expression qui a été très souvent critiquée, etc. Vous venez de le dire, en fait, son sens forcément a changé. Donc comment on l'aborde aujourd'hui? Alors là où vous avez raison, c'est que même l'expression est un peu datée, en fait. Quand vous dites société de consommation, on voit tout de suite les 30 glorieuses, les familles partir en voiture avec les bagages au-dessus. Enfin, Et en fait, dès le départ, ça a été très critiqué par les sociologues, mais plutôt sous l'angle de on ne peut pas réduire la société à sa consommation marchande. C'était ça l'esprit de la critique. Mais derrière, il y avait un imaginaire hyper positif pour les gens. C'était quand même le début du confort, les biens d'équipement, l'accès à la propriété individuelle. C'était plein de promesses de progrès et de confort d'une génération qui sortait de la guerre et qui trouvait ça formidable quand même, tous ces biens d'équipement. Aujourd'hui, la situation est un peu différente. La critique n'est pas tout à fait la même. La critique, d'abord, elle porte sur l'impact écologique. Quel que soit le point de vue idéologique qu'on puisse avoir. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus se défaire de consommation et impact écologique. Et on dit, voilà, le développement comme ça, l'accumulation, parce que c'est ça qui est en jeu. Les gens parlent beaucoup de surconsommation, etc. Ce qui est en jeu, c'est l'accumulation et finalement le développement exponentiel de la société de consommation va dans le mur d'un point de vue d'impact écologique. Et dans le même temps, et c'est ça qui est intéressant, il rencontre aussi, je dirais, une aspiration consommateur qui change. C'est-à-dire que les gens, ils questionnent leur propre consommation. L'imaginaire qui était très positif aujourd'hui, il est en train de changer. Les gens, ils posent la question de l'utilité. Disent, est-ce que ça vaut le coup encore un truc de plus finalement Vous voyez bien, là, on approche des fêtes de Noël, les gens ils se disent, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Etc. Surtout en ce moment où les choses se sont durcies.
Et parallèlement, on voit arriver les pratiques de partage, le reconditionnement des appareils portables, les deuxièmes mains. Il y a toute une nouvelle société et les gens ont envie de faire. Donc ils font la cuisine, ils font du bricolage, ils font leur jardin, ils se réapproprient en fait une partie des choses. Donc en fait, notre hypothèse, c'est qu'il y a quand même une nouvelle consommation qui est en train d'émerger. Alors justement, on va la vérifier, cette hypothèse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. On va aller rejoindre Bertille Toledano. Venez avec moi. On va rejoindre votre premier invité. Un très grand spécialiste. Vous êtes le bienvenu, vous avez compris. Vous êtes Philippe Moati, bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 7. De Paris. De Paris, très bien. Voilà. Il faut toujours dans une émission une petite erreur. C'était donc maintenant à l'université de Paris, Philippe Moati, cofondateur de l'Observatoire Société Consommation. Là, on dit l'Obsoco. Là, j'ai bon. Bravo. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous aider à comprendre s'il y a ou pas une évolution de notre façon de consommer. Est-elle toujours synonyme d'accumulation, comme c'était encore le cas, Bertille Toledano le rappelait il y a quelques instants, il n'y a pas si longtemps, ou justement, elle tend plus que jamais à se redéfinir? La réponse est dans la question. Au revoir, merci. Bonne journée, Philippe Moati, merci. Non, effectivement, l'accumulation, ça a pu avoir du sens. Ça a été rappelé par Bertille tout à l'heure, très justement. Aujourd'hui, ça en a de moins en moins. Alors d'abord, et c'est une évidence parce qu'on a pris conscience de l'impact écologique de cette accumulation, ça nous met dans le mur, ça a été rappelé. Peut-être aussi c'est plus diffus parce qu'on se rend compte peut-être que la consommation a pris une telle place que ça génère une sorte de vide existentiel. Et qu'on ne peut pas être simplement des consommateurs, on ne peut pas passer sa vie à gagner pour ensuite dépenser. Ça crée une sorte de vacuité dont on prend conscience aujourd'hui, sans doute parce que le monde est compliqué et qu'on le perçoit de manière assez négative. Donc il y a des nouveaux imaginaires qui sont en train d'émerger et je pense que les marques ont pris un peu de retard dans la compréhension de ces nouveaux imaginaires. Et en fait, si j'avais un mot pour résumer peut-être ce vers quoi il faut aller, c'est le mot d'expérience. Alors il est galvaudé dans le milieu du marketing, mais je pense qu'on n'en a pas compris toute la teneur. Aujourd'hui, je pense que ce que recherchent les gens à travers la consommation, c'est de l'expérience. Alors, il y a le premier niveau de l'expérience qui est assez banal, c'est de vivre des émotions, des sensations, de vivre des moments importants, de sentir qu'on existe et on retrouve la dimension existentielle. C'est important, notamment chez les jeunes, on voit que leur orientation en termes de consommation pousse dans ces directions, ce sont souvent des services d'ailleurs. Mais l'expérience, il faut aussi l'entendre de manière plus générale comme étant l'expérience de consommation. À vrai dire, tout le système dont on essaye de sortir aujourd'hui poussait les gens à l'achat. Et la publicité, elle devait faire la vente, elle devait aider à faire la vente. Ce qui comptait, c'était le moment de la transaction, le moment où le client paye et part avec le produit. Ce qui se passait après, à la limite, c'était très secondaire. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça et on comprend, à mesure qu'on s'intéresse aux consommateurs, que le moment critique dans tout ça, c'est le moment de la consommation. C'est que la valeur, elle n'est pas dans le produit. Le produit n'est qu'un intermédiaire. La valeur, elle va être créée dans la manière dont le consommateur va s'approprier le potentiel contenu dans les produits. Au moment où il consomme, pas au moment où il l'achète. Voilà. Et cette expérience de consommation, elle a été trop peu travaillée. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental de comprendre qu'on peut tirer plus de ce qu'on achète, plus d'utilité de ce qu'on achète, si on se concentre sur ce moment critique de la consommation. Donc ça veut dire revenir aux fondamentaux de la consommation. La consommation, ce n'est pas le produit. La consommation, c'est obtenir des effets utiles, des solutions à des problèmes et transformer l'individu. Donc ce n'est pas l'avoir, c'est l'être. Et du coup, c'est un peu le passage, ce que tu appelles le passage entre valeur d'achat et valeur d'usage, en fait. Absolument. En fait, ce qui intéresse un consommateur, c'est la valeur d'usage du produit. Ce qui intéresse le vendeur, c'est plutôt sa valeur d'échange. Donc il y a un petit antagonisme au départ. Il faut qu'on converge autour de cette idée que ce qu'on vend fondamentalement, ce sont des effets utiles et des solutions. Et que ces effets utiles et ces solutions sont obtenus par une coopération, en quelque sorte, entre le vendeur et l'acheteur. Et je crois que ça nous amène à repenser complètement la consommation et les modèles économiques d'entreprise qui sont derrière. Parce que si on vend les effets utiles et des solutions, on n'est pas toujours obligé de vendre le produit. Et on bascule alors sur des modèles dits serviciels, dont le plus abouti est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où l'entreprise, la marque, reste propriétaire des moyens matériels d'offrir les effets utiles et les solutions, et vend un service. Et là, on sort de la logique d'accumulation, on sort de cette course effrénée à l'obsolescence, qu'elle soit par la mode, par la technologie, puisque pour rester rentable, celui qui offre le service va être inciter à économiser les ressources. Mais du coup, est-ce qu'il y a une bonne consommation
et une mauvaise consommation, entre guillemets? En tout cas, est-ce qu'il y a une bonne consommation au regard de nos enjeux climatiques et de notre impact environnemental? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on parle, on a que le mot consommation plus vertueuse. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? D'abord, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La consommation, ça a plein de bons côtés. Donc là, on est en train de faire un peu le procès de la consommation en général. Et je pense qu'il faut effectivement faire le tri dans la consommation entre la bonne et la mauvaise. J'aime bien d'ailleurs quand tu dis on est dans un moment qui a un succès de la société de consommation. Si on est arrivé jusque-là, c'est parce que nos premiers besoins, ils ont été comblés quand même. Comblés, mais justement, ils sont comblés et aujourd'hui, bon, ça tourne un peu dans le vide. D'ailleurs, les économistes et les psychologues l'ont montré. Quand on a atteint ce niveau de consommation, continuer de consommer plus ne nous rend pas fondamentalement plus heureux. Par contre, on voit bien les dégâts que ça crée à côté. Donc, il faut penser autrement la consommation et essayer de tendre vers la bonne consommation. Pour moi, je lui vois 3 dimensions, cette bonne consommation. Les 2 premières sont indiscutables. L'innocuité. Et on sait à quel point nous sommes sensibles à notre propre santé. C'est la vertu principale que l'on recherche dans la consommation, qu'elle ne fasse courir aucun risque. Deuxièmement, l'impact environnemental. Il faut une consommation qui soit plus sobre. Et donc, il faut arriver à une forme de dématérialisation de la valeur. On connaît la manière d'y parvenir, les manières d'y parvenir. L'économie circulaire, faire monter en gamme la consommation, faire en sorte que chaque achat pompe davantage de pouvoir d'achat pour qu'au final, ça s'étale sur moins de produits, donc moins de matière. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, plutôt que de vendre des produits, vendre des services et faire en sorte que l'entreprise qui fournit le service soit économe dans les ressources matérielles qu'elle utilise parce que sa rentabilité va en dépendre. Donc, on voit à peu près les pistes dans lesquelles il faut aller, mais ça impose quand même des changements de modèle économique du côté des entreprises. Toute la discussion qu'on a sur la consommation, souvent on revient à mettre la charge sur le consommateur. C'est lui qui doit se comporter de manière responsable. Attention, le gros du travail, il est du côté des entreprises. Pour permettre aux consommateurs de consommer de manière responsable et surtout pour sortir de cette logique infernale qui consiste à vendre toujours plus, à trouver la prospérité dans l'accumulation, dans le toujours plus. C'est le modèle économique qu'il faut revoir sérieusement. Et la 3e dimension d'une bonne consommation, alors celle-là elle est plus subtile, je pense que le modèle dont il faut qu'on se défasse, c'est un modèle où la promesse est une promesse de petit plaisir, Et la publicité n'a pas arrêté d'aiguiser cette envie du petit plaisir. Regardez comme vous seriez plus heureux si vous pouviez acquérir ce produit. Et on se rend compte que ça crée des petits plaisirs éphémères, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux attentes d'une population dans une société d'opulence, ce n'est pas le petit plaisir seulement qu'on recherche. C'est l'épanouissement personnel. C'est la réalisation de sa vie. C'est trouver pourquoi on est fait. Et arriver au bout du compte, se dire on a une vie bonne. Et je pense que c'est ça le grand défi de la consommation d'aujourd'hui. Et donc le défi pour les marques, c'est de passer d'un paradigme du plaisir hédonique, du petit plaisir éphémère, à quelque chose de plus fondamental qui est d'aider les gens à se réaliser. Et finalement, si on réfléchit bien, ça change complètement le rapport à la consommation. Beaucoup d'immatériel de consommation, beaucoup de choses du côté du loisir, de l'éducation, de la culture. Exactement. Et beaucoup de choses aussi du côté du faire soi-même. Absolument. Et ce faisant, se faire. C'est un programme. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est un bon slogan. Nos études l'ont montré. C'est qu'il y a des consommations qui, effectivement, aident les gens à avoir le sentiment d'avoir une vie épanouie et qui les met en équilibre psychologique. Et en tout cas, pour ceux sur quoi nous avons travaillé, les loisirs actifs, tout ce qui amène à faire des choses. Alors, ça va du bricolage à écrire des poèmes. J'aime bien quand vous pointez du doigt quand vous dites bricolage, parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes très fort. Ça, et certainement la culture, mais ça, je ne l'ai pas mesuré, ce sont des choses qui, effectivement, élèvent l'individu, le font grandir, donnent du sens à son existence. Et je pense que c'est une des composantes de la bonne consommation, aider les personnes à être, et pas seulement à avoir, et être en faisant. Donc le faire est une dimension de cette nouvelle consommation qu'il faut encourager, parce que faire, il faut faire avec des moyens, il faut faire avec des compétences. On a besoin d'être épaulé par les marques pour nous aider à faire et nous épanouir en faisant. Ce qui va être compliqué, c'est, on le voit bien, c'est accompagner en termes de communication, parce qu'il y a beaucoup plus de logique d'accompagnement, en fait. C'est pas juste une campagne, c'est de l'accompagnement tout au long du processus et tout au long de l'expérience. Exactement. Pour les entreprises, en termes de services, ça dit plein de choses, quand même. Ouais. Parce que l'accompagnement, on sait, c'est de l'accompagnement humain aussi. Donc, ça va avoir un coût. On va peut-être arrêter d'être uniquement dans comment on diminue les prix, parce que sinon on ne pourra pas accompagner tous ces services-là. La vraie question, c'est est-ce que ce sera suffisant, en fait, cette modification de notre consommation au regard de nos défis écologiques et au regard de l'impact qu'elle a sur le climat. Philippe Moiti. Ça, c'est une question à poser aux spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement. Au mieux, je suis un peu dubitatif sur la capacité de ces seuls changements à régler le problème climatique. Mais si on pouvait déjà gagner du temps, ça serait pas mal. Et au-delà de ça,
On vit une période très troublée. Alors, évidemment, la période de la crise sanitaire en rajoute une couche, mais globalement, on est dans un monde qu'on a du mal à comprendre. Les Français sont extrêmement pessimistes sur l'avenir. Donc faire qu'on organise la société sur des piliers qui sont plus solides, qui aident chacun à construire une identité qui soit mieux établie, ça peut se faire. Et vu la place que tient la consommation dans nos sociétés, c'est par la consommation qu'on pourra aussi y parvenir. Donc il y a un vrai travail de redéfinition, et je pense que le monde de la communication a un rôle majeur à jouer à l'interface entre les marques, les convaincre qu'il faut changer, parce que vous êtes des vigies, vous regardez ce qui se passe dans la société, convaincre les marques qu'il faut changer, et changer en profondeur, changer jusqu'au business model, et puis accompagner les consommateurs vers cette nouvelle consommation. Et puis il faudra changer vos méthodes, parce qu'il ne suffira pas de faire juste la publicité pour exciter le désir, il faudra penser que la communication, c'est aussi être aux côtés des consommateurs dans cette fameuse expérience de consommation, les aider à bien faire, les aider à tirer le maximum de valeur de ce qu'ils achètent. Beaucoup de changements, parce que quand je retiens quand même, vous l'avez dit un peu comme ça, mais c'est le système économique qu'il faut revoir, donc c'est pas un tout petit dossier. Bertie, vous nous avez donc, avec votre dernière question, offert la bonne transition. Nous accueillons Jean Jouzel. Entrez, Jean Jouzel, installez-vous. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au Commissariat à l'énergie atomique. Vous avez réalisé l'essentiel, on peut le dire, de votre carrière scientifique. Votre champ de recherche, c'est l'étude de l'évolution du climat à partir de l'analyse des glaces polaires. Vous êtes donc très bien placé pour nous parler de ces enjeux climatiques. Pensez-vous justement que les nouvelles tendances de consommation sont davantage en mesure de répondre à ces enjeux climatiques? Et est-ce que le consommateur dispose d'informations suffisamment claires pour savoir quel est son impact à lui en termes d'impact environnemental de sa consommation? Oui, on peut. Je le pense, oui, je pense même que c'est une nécessité. Je crois que c'est Bertie qui a dit que la consommation a doublé entre 1970 et aujourd'hui. Alors je ne sais pas à quelle échelle, mais... Triplé même. Triplé les années 60. Triplé depuis les années 60. Alors, je ne sais pas si c'est à l'échelle française ou à l'échelle mondiale, mais ce qu'on observe quand même, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont-elles doublé entre 1970 et 2019. On est passé de 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2 à 54 milliards. Donc c'est clair qu'il y a ce parallèle entre la consommation et les émissions de gaz à effet de serre qu'il faut effectivement casser, c'est très clair. Donc on ne peut pas continuer sur les mêmes trajectoires en termes de consommation. J'ai bien écouté, donc oui, bien sûr, il faut, et je crois que ça commence à être le cas, j'en suis heureux, mais disons, il faut absolument effectivement que la consommation ne soit pas forcément synonyme, bon, c'est plus large que le seul problème de climat, de transition écologique au sens large. C'est clair que cette prise de conscience est là, mais elle est absolument nécessaire parce que, en termes de climat, là où nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avions envisagé il y a 30 ans, en termes de rythme de réchauffement climatique, en termes d'accélération d'élévation du niveau de la mer, d'événements extrêmes qui deviennent plus fréquents. Et ça doit nous inviter quand même à prendre au sérieux ce que nous envisageons dans 30 ans, ce que mes collègues modélisateurs envisagent dans 30 ans et au-delà. Et nous avons quand même une idée claire de ce vers quoi nous allons. Alors, Bertie Toledano, comment vous réagissez aux propos qu'on vient d'en... Après, on va passer aux questions de ceux qui nous regardent, mais de Philippe Moati, de Jean Jouzel, et aussi en ce qui concerne votre responsabilité, parce que tout à l'heure, Philippe Moati, vous disiez, mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer, et bon, oui, alors donc, évidemment. Mais nous aussi, moi, en tant que citoyen aussi, je veux dire, je suis Bien aussi sûr. citoyen, Bien très sûr. clairement. Et j'ai envie de vous dire, notre plus grande chance à tous, c'est la montée en responsabilité de chacun. Je pense qu'on a tous intérêt, finalement, à se responsabiliser chacun. Alors nous, notre rôle, moi je vois au moins 2 chantiers à l'issue de cette discussion. Le premier, il est sur l'information. C'est un chantier qui peut paraître très banal, basique, un peu, quand on parle de communication. Mais en fait, c'est un chantier très important, l'information. Parce que les gens, si vous leur donnez trop d'informations, ils sont perdus. Et si vous leur donnez trop d'informations diverses, ils ne savent plus qui croire, comment les croire, etc. Là, il y a un gros chantier
qui consiste à, c'est pas nous qui le ferons, l'ADEME le fait beaucoup mieux que nous, etc., mais à mesurer l'impact de chacune de nos consommations, à donner des repères clairs aux consommateurs sur leur propre consommation pour qu'ils soient informés. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a une plateforme qui existe chez EDF, qui est une plateforme qui s'appelle Équilibre, qui est une plateforme qui permet aux gens de comparer leur propre consommation d'énergie avec celle de foyers similaires. Vous avez 2 enfants, on vous met 2 enfants, vous avez un appartement qui fait tant de mètres carrés, vous remplissez tout ça, etc. Et puis, ça vous donne finalement quelle devrait être ou quelle est la consommation moyenne de ce type de foyer. En moyenne, les gens qui regardent cette application font 12% d'économie d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un consommateur éclairé, c'est déjà un citoyen. C'est plus un citoyen. Donc, il y a la publicité, c'est très simple, c'est rendre public. Donc, notre première mission, c'est une mission d'information. C'est drôle, pardon. Là, on va passer aux questions du public, mais là, je vois une remarque, mais très simple. Comment puis-je m'y retrouver avec tous les logos environnementaux lorsque je fais mes courses? J'ai du mal à avoir une information claire. Ça commence par là, en fait, l'information. Ça commence par là. Alors, il y a des gens, vous les avez un peu plus tard sur votre plateau de l'ADEME, qui sont des gens remarquables, qui font un très très gros travail. Les scientifiques font un énorme travail pour essayer de nous donner une information claire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir simplifier. Il va falloir réunir sur une même plateforme toutes les informations. Vous savez, les consommateurs, vous leur donnez un endroit où ils peuvent mesurer finalement la qualité de leurs produits nutritionnels. Ils y vont, ils l'utilisent. Bah, bien sûr. 30%. Combien? 30%. Et donc, c'est important quand même. Donc, on peut quand même monter assez rapidement la conscience et l'information de nos concitoyens sur ces questions-là. Pour l'instant, il y en a tellement que c'est vrai qu'ils sont un peu perdus, ils ont un peu de mal, ils ont l'impression qu'en plus, c'est un peu le défilé des mauvaises nouvelles. À chaque fois qu'ils pensent pouvoir se fier à un truc, on les amène sur quelque chose d'autre. Donc, je pense qu'il y a une première mission qui est une mission d'information, qui est une mission très importante. Jean Jouzel, question pour vous. Les scientifiques sont d'accord sur le constat et l'urgence, mais pas sur les chemins à prendre. Qu'est-ce que vous feriez en priorité sur la consommation globale? Énergie, automobile, alimentation. Oui, alors d'abord c'est positif de dire que les scientifiques ont quand même une vision claire de ce problème du réchauffement climatique. Ça n'a pas toujours été le cas en tout cas. Mais oui, nous avons une vision très claire de ce vers quoi nous allons, de l'urgence, c'est-à-dire que si on veut vraiment, de façon très simple, que les jeunes d'aujourd'hui aient un monde auquel ils puissent s'adapter sans difficulté, dans la deuxième partie de ce siècle, il faut s'y mettre aujourd'hui. Donc c'est très clair et de façon rapide et importante. Bien sûr, la Convention citoyenne, avec cet objectif de moins 40% à horizon 2030 au moins, on voit bien la difficulté. Et moi, j'ai eu la chance de suivre la Convention citoyenne de l'intérieur. Et Amandine Rangemar en parlera tout à l'heure. C'est clair que je pense qu'on identifie bien, disons, les leviers qu'on a. Grosso modo, en France, se loger, se nourrir, se déplacer. Pour chacun d'entre nous, on est tous concernés. C'est quand même plus de la moitié des émissions. Déjà, on peut se poser des questions sur notre propre comportement. Ensuite, évidemment, si vous voulez, en termes de mobilité, si vous voulez prendre des transports en commun, c'est aussi un jeu d'aller-retour avec les collectivités locales. Il faut qu'ils existent, il faut qu'ils soient pratiques. En termes d'efficacité énergétique aussi, il faut que cette efficacité énergétique vous soit offerte. En termes d'isolation des bâtiments, il faut que ce soit possible financièrement, mais aussi techniquement quelquefois. On a un peu de retard techniquement, en France par rapport à d'autres pays. Donc on voit bien là où il faut travailler. On connaît très bien les secteurs d'activité qui émettent. On connaît très bien au niveau des pays, au niveau des secteurs d'activité. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faudrait faire, mais je pense sur ce qu'il faut faire pour prendre une trajectoire qui nous permette effectivement simplement de respecter la loi en France, simplement respecter la loi, les objectifs de la loi. On ne demande pas plus, la loi est très ambitieuse en fait. Neutralité carbone à horizon 2050, c'est quelque chose d'ambitieux et qui va tous nous concerner, et y compris bien sûr le secteur de la publicité. C'est clair que, disons, si on veut respecter cet objectif, il faut que tout le monde s'y mette, il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Et si vous me demandez des choses à faire, bien sûr,
voilà, la mobilité est très importante. L'énergie, la mobilité, c'est 30% en France, près de 30%, un peu moins. Les émissions, 20% pour le domestique, en gros, ce qu'on fait chez soi, et puis à peu près 20% aussi pour alimentation, agriculture. Bertie Toledano. Alors c'est intéressant l'exemple de la mobilité parce que ça donne le deuxième chantier de nos métiers, qui est ce passage entre valeur d'achat et valeur d'usage. Il faut accompagner la valeur d'usage. C'est un gros défi en communication parce que Maëlys en parlait tout à l'heure de façon très intelligente. Finalement, la modification des comportements, c'est un des trucs les plus durs en communication. C'est plus facile de faire acheter un truc que de changer le comportement de quelqu'un qui a déjà un comportement qui est inscrit dans ses habitudes depuis des années, etc. Alors, je voudrais prendre un exemple parce qu'il est assez édifiant. On va avoir besoin de communication, d'accompagnement et sur tout le parcours client. Je voudrais prendre un exemple que vous connaissez sans doute, qui est celui des véhicules hybrides. On a dit à tout le monde d'acheter des véhicules hybrides parce que c'est plus écologique, que ça allait être plus économe, ça allait être formidable. Il y a une étude qui est sortie en 2020 sur 10 000 véhicules aux États-Unis, en Europe, en Chine, et qui montre que, à la pratique, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les propriétaires de véhicules hybrides n'utilisent pas leur moteur électrique, pas suffisamment. Les véhicules hybrides, ça fonctionne si vous utilisez tantôt l'essence et puis parfois le moteur électrique. Si vous n'utilisez pas le moteur électrique, que vous ne rechargez pas votre moteur électrique, et là les gens se sont aperçus que le moteur électrique, il n'avait pas été chargé depuis le début et depuis l'acquisition du véhicule. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez un véhicule qui est plus lourd parce qu'il embarque 2 moteurs et du coup vous polluez plus qu'avec un véhicule à essence. Donc on voit bien le défi, c'est un défi d'expérience, de parcours client. Il faut accompagner toute la chaîne pour que ce ne soit pas uniquement finalement des promesses, mais que ce soit qu'on ait une obligation de résultat. Je veux dire, on n'a pas qu'une obligation de moyens en fait. Et on voit bien ce que ça peut générer aussi comme, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais je ne crois pas, comme inquiétude aussi tout ça pour le consommateur. Est-ce que changer nos comportements individuels, Philippe Moati, attention, évidemment oui, mais sert vraiment à quelque chose. J'ai l'impression que on a beaucoup de responsabilités, on nous colle beaucoup de responsabilités tout le temps dans nos choix quotidiens, etc. et dans l'ancrage aussi de nos habitudes. Quand on voit qu'il y a un besoin massif qui ne dépend pas que du consommateur, voilà, donc comment on change nos comportements individuels quand on... Il serait aussi simple de se dire, pas que nous finalement. Je suis très sensible à votre question parce que je pense que... le débat qu'on a actuellement, y compris ici d'ailleurs, sur cette question, fait porter trop de poids sur les épaules du consommateur. On est face à un problème systémique. C'est notre manière de faire société, notre manière de faire économie qui pose problème. Alors évidemment, en tant que consommateur, en tant que celui qui achète les marchandises produites, nous avons une responsabilité. Mais on ne s'en sortira pas si on ne raisonne que sur le consommateur. Donc en gros, il y a 3 acteurs en cette affaire. Il y a l'État. L'État qui doit mettre en place des règles du jeu. Et par la contrainte et par la norme, il peut changer les comportements et des entreprises et des consommateurs. Ensuite, il y a les entreprises, j'en ai déjà parlé. On est dans un modèle économique dominant qui joue sur les volumes. La prospérité est liée au volume. Donc pour être une entreprise saine, il faut vendre de plus en plus. C'est une logique infernale. Alfred Sauvy aurait dit l'économie du diable. Donc c'est cette logique-là qu'il faut casser. Et il faut que la prospérité soit déconnectée des volumes vendus. Et ça implique également le secteur de la publicité qui est à la traîne de ça, puisqu'il faut faire des volumes, eh bien on va créer du besoin même là quand il n'y en a pas. On va souffler sur les braises du désir. Et puis au final, il y a le consommateur. Mais c'est ce trio qui doit s'organiser de manière différente pour que le système dans sa globalité soit plus sobre. Voilà. Et culpabiliser les consommateurs seulement si on ne lui donne pas les moyens de consommer différemment, si on n'engendre pas, notamment grâce à la communication, un changement culturel, si on ne fait pas évoluer les normes sociales, ce qui est valorisé, ce qui ne l'est pas, eh bien on n'y arrivera pas. Mais sur ce point, est-ce que ça veut dire, Bertil Toledano, que les marques sont prêtes vraiment à jouer le jeu de la durabilité, de l'usage, etc., quand, si je vous rejoins, le business model, en fait, n'est pas vraiment fait pour ça? Alors, en fait, je pense que je comprends ce que dit Philippe, mais j'ai envie de vous dire, je pense que c'est un chemin
que nous empruntons tous. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de ne pas dresser les gens les uns contre les autres et se dire qu'on est dans un système où on doit être très solidaire. Je pense que ce parcours, on est tous en train de le faire. Et moi, j'accompagne beaucoup de marques qui sont très conscientes de ces enjeux et qui sont en train de faire ce parcours. Après, ce parcours, pour certains, il a des impacts industriels colossaux quand même. Il faut changer tout le modèle industriel. Vous savez, quand vous faites de l'automobile et que vous passez du tout diesel au tout électrique en l'espace de quelques années, c'est vertigineux quand même. C'est upside down. C'est tout d'un coup, il faut tout changer, il faut tout mesurer. Donc, il ne faut pas se tromper d'abord du coup sur les directives, parce que vous ne pouvez pas le faire 3 fois dans l'année, ce type de changement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être dans l'accompagnement et y aller progressivement. Moi, je pense que les gens sont sincères, parce que les chefs d'entreprise, ils sont comme les consommateurs, ils sont citoyens, chefs d'entreprise. La chose nouvelle pour moi, c'est qu'il y a un début de solution. Enfin, moi, je vois très fortement un chemin. Ce chemin vers l'immatériel, vers la valeur d'usage, vers le service, vers la co-construction, vers le faire, il est très intéressant quand même. Il est assez enthousiasmant pour les gens parce que je pense qu'il va produire plus d'épanouissement. Je pense qu'il va produire plus finalement d'initiatives et il va permettre à chacun d'être de nouveau plus acteur des événements qui se passent. Donc je pense que si on arrive... La difficulté, elle est presque dans la gouvernance de ça. Comment on fait pour l'organiser ensemble. Peut-être que c'est les états généraux de la communication, c'est peut-être le début aussi. C'est un début. C'est un début. Voilà. Juste un mot de conclusion avant qu'on passe au prochain débat, Jean-Joseph. Oui, effectivement, la solidarité est au cœur, Bertie le dit, mais le risque du réchauffement climatique, c'est justement d'accroître les inégalités. Il faut être aussi très attentif à cela. Et c'est cela, faire sens, c'est aussi, faire cette transition climatique, écologique, c'est aussi signe de solidarité, mais de véritable solidarité. Et je crois que je reprends Thomas Piketty qui dit que si on ne diminue pas les inégalités, on ne réussira pas à prendre la mesure du réchauffement climatique. Et c'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit. Bien sûr, autrement, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Tout le monde est concerné. Les entreprises, bien sûr, l'État a son rôle, les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les médias, l'éducation. Tout le monde doit jouer son rôle. Donc il n'y a pas, bien sûr, et je crois vraiment à la force de la communication et de l'information que vous avez mise en avant. Ça, j'y crois vraiment. Mais il faut accélérer. C'est aussi quand même mon message pour terminer. C'est pas demain, disons. Quand on entend parler de temporalité, non. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc voilà, ça fait 15 ans qu'on dit que 2020 serait une année charnière. C'est maintenant. On ne savait pas à quel point ça serait une année charnière il y a 15 ans. Ça, bien sûr, nous ne savions pas. Mais nous le disons, vous pouvez reprendre, je crois, Marie Drucker, des discussions que nous avons eues il y a très longtemps. Si vous pouviez me citer à l'avenir, s'il vous plaît, Jean-Joseph, ça me ferait très plaisir. En tout cas, j'étais très heureuse de vous revoir parce que j'ai eu la chance de vous interviewer régulièrement ces 15 dernières années. Ça faisait longtemps. Merci beaucoup. Merci Bertie Toledano. Et merci Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université de Paris. Voilà, une communication plus responsable pourrait donc nous aider à changer, sinon tous, en tout cas, nos comportements. Mais est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est un levier vraiment réel de transformation? C'est le thème de notre deuxième débat, la communication, sa contribution à une société plus vertueuse. C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre, enfin vous surtout, Bertrand Ciseaux. Merci d'être avec nous, directeur de la communication et directeur adjoint de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas. D'ailleurs, on dit de BNP Paribas ou chez BNP Paribas? On peut dire les deux. Bon, ça va. Alors, de BNP Paribas. Tant qu'on dit BNP Paribas en entier, voilà, c'est déjà très bien. Bertrand Ciseaux, vous êtes avec Bertie Toledano et Marianne Siproudis, qu'on retrouvera tout à l'heure, l'un des chefs de file de ce groupe des États généraux de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... Vous avez entendu, vous étiez en coulisses, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour amorcer le thème qui nous occupe maintenant par rapport à ce que vous avez entendu juste avant? Merci Marie Drucker. Alors, juste un mot. Les coups de communication, quand c'est bien fait, ça peut aussi être très utile pour faire avancer les choses. Mais effectivement, aujourd'hui, le sujet, il est beaucoup plus sur la transformation. Les aspirations pour cette nouvelle société de consommation, elles ont été évoquées, elles sont fortes. Et oui, bien sûr, la communication, elle a un rôle absolument clé à jouer. Mais pour cela, il faut qu'elle se transforme elle-même. Il faut qu'elle bascule du bon côté de l'histoire. Il y a un peu de travail, Jean-Joseph l'a rappelé, il y a urgence. Et il faut qu'elle se pense en évangélisateur sincère. Sincère, le mot est important, parce que quand vous êtes sincère, vous êtes utile, vous êtes crédible de toutes les transformations qui sont à l'œuvre dans les entreprises.
Et les entreprises, d'ailleurs, elles ont parfaitement compris que leur performance durable, et là, ce n'est pas de la com, leur performance durable était maintenant vraiment liée à leur capacité à répondre aux nouvelles exigences et à bâtir ces produits et services à impact positif. Et c'est dans ce registre-là, dans ce nouveau paradigme, que la com doit faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire jeter toute sa force créative, celle de sa filière, les annonceurs, les agences et les médias, pour voilà. Oui, mais alors ça, c'est l'intention. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour encourager les nouveaux usages ? Concrètement, déjà, si on parle de la publicité, dont le métier est et doit rester de créer du désir pour vendre, elle doit probablement beaucoup plus mobiliser ses messages et ses investissements sur ces nouveaux usages et ces nouvelles représentations sociales. C'est une question, si vous voulez, de part de voix, de poids du corps que la publicité choisit de mettre sur le monde de demain par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est difficile parce que les parts de marché sont peut-être en retard, mais c'est cette accélération qui doit être mise en place, notamment parce que ces nouveaux produits et services, ils permettent aux consommateurs également d'améliorer leur propre impact positif. Donc la com doit se penser vraiment en accélérateur de cette transition économique. Si elle ne le fait pas, le risque de décalage, il est réel, il peut venir plus vite que prévu malgré tous les efforts entrepris. Alors, on a beaucoup travaillé dans les États généraux, ça a été rappelé, et il y a des idées qu'on travaille ici et là avec l'ensemble des parties prenantes. Et même si beaucoup est fait dans les entreprises, l'idée c'est bien que ces États généraux apportent un supplément d'âme et au-delà des initiatives individuelles des entreprises, que la filière soit en capacité de trouver des idées pour accélérer ces nouveaux usages. Alors parmi les idées, il y en a une que je peux partager avec vous et à laquelle on travaille. Pourquoi ne pas essayer de définir un panier de nouveaux usages et de représentations sociales que l'on pourrait mettre en place avec un tiers de confiance que pourrait être l'ADEME. Le PE aussi s'intéresse à ces sujets et pourrait y participer. On pourrait partir des grands univers que la Convention citoyenne pour le climat, et Jean Jouzel le rappelait, a mis en place, se nourrir, se déplacer, se loger, etc. etc. Et ces paniers d'usage et de représentation sociale, vous voyez, seraient ceux qui permettent, seraient COP21 compatibles. C'est-à-dire que c'est ceux qui nous emmènent dans la bonne trajectoire. Et là, les publicités qui font le choix de cette promotion-là, dès lors qu'elles sont validées par la RPP, dès lors qu'elles sont vertueuses elles-mêmes, parce qu'il faut que ces publicités donnent l'exemple et soient éco-produites et compensées en termes de carbone pour leur diffusion, ces publicités, on pourrait peut-être se dire pourquoi ne pas leur proposer une mise en scène spécifique dans les médias pour opérer comme un repère pour les consommateurs, peut-être un label d'ailleurs de la part de l'ADEME, mais pas un label qui porte sur les produits et services, mais un label en termes de communication. Vous voyez, pensez vraiment la communication comme cet accélérateur-là. Et voilà, c'est le genre d'idées auxquelles nous travaillons. Et comme vous le voyez, on est vraiment sur des idées qui imaginent des systèmes incitatifs. Parce que c'est ça qui nous semble utile. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent qu'ils peuvent évidemment réagir, poser leurs questions grâce au hashtag EGCOM2020. Et Bertrand Ciseaux, je vous propose de me suivre pour retrouver nos invités pour le deuxième débat de cette matinée. Installez-vous, je suis très heureuse d'accueillir Marianne Siproudis. Bonjour Marianne, vous êtes directrice générale de France Télévisions Publicité, directrice du marketing et de la communication du groupe France Télévisions. Amandine Rogemann, bonjour, vous êtes membre de la Convention citoyenne pour le climat. Et enfin, pour participer à cette discussion digitale, nous recevons également à distance, donc par Skype, Arnaud Leroy. Bonjour Arnaud Leroy, vous êtes président directeur général de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends bien. Et vous ? Eh bien, c'est formidable. On vous entend et on vous voit. Le gouvernement est aussi à la recherche de cet équilibre dont on parle et dont vous parliez à l'instant. Nous avons voulu interroger Aurore Berger, députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Elle ne pouvait pas se joindre à nous ce matin, mais nous avons eu l'occasion de l'interroger. Écoutez. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui
même si c'est parmi vous à distance, vu les circonstances. Les états généraux que vous organisez sont essentiels non seulement pour votre profession, mais essentiels aussi au regard du rôle que joue la publicité dans notre société et dans nos vies. La publicité, c'est d'abord une force économique extrêmement puissante, une force d'attraction, une force de prescription et une force qui permet de soutenir évidemment nos médias. La diversité et le pluralisme de la presse est aussi assis sur la capacité à attirer des annonceurs qui viennent et qui permettent le financement des médias. Et j'attire l'attention de celles et ceux qui voudraient du jour au lendemain arrêter tel ou tel type de publicité, sur le risque aussi que cela pourrait engendrer. Tous les Français ne pourront pas demain s'abonner, tous les Français ne pourront plus demain avoir accès à un certain nombre de médias et à la diversité d'opinions et à la diversité éditoriale des médias. Et puis, la publicité, c'est aussi un rôle très puissant de prescription pour faire changer nos comportements. Ça a été le cas notamment sur la question de la vision des femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes, les petites filles et les petits garçons a particulièrement changé dans la publicité, mais aussi grâce à la publicité dans la société. Ce qui s'est passé aussi grâce à la charte alimentaire, je crois que c'est un exemple assez remarquable de la manière avec laquelle la publicité peut s'autoréguler. Voilà pour cet entretien donc avec Aurore Berger qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Marianne Siproudis, les médias sont bien sûr au cœur des enjeux dans cette évolution de la consommation. Vous confirmez cette volonté des grands médias de soutenir la transition responsable ? Oui, absolument, Marie. Il est indiscutable, je crois, bien sûr, que les médias doivent prendre leur part dans cette transition. D'abord parce qu'ils sont en première ligne avec les Français, avec les citoyens, et que donc les médias révèlent en général les attentes des Français, ils les observent, ils informent. C'est la première source d'information des Français. En toute confiance d'ailleurs, et je crois qu'il est important aussi de rappeler dans un univers de fake news à quel point c'est important d'informer avec cette confiance. Donc les médias pour nous font émerger dans leur mission une nouvelle société responsable et on peut dire qu'ils sont au cœur de ce rouage dont a parlé Bertrand, ce rouage crucial donc de l'écosystème de la communication. Donc c'est aussi dans les actions de communication un lien entre les entreprises et les citoyens. Arnaud Leroy, à distance donc, mais bien avec nous tout de même, la publicité comme levier de promotion de nouveaux imaginaires. Vous êtes le patron de l'ADEME, que pensez-vous de ces propositions qui mettent l'environnement et donc votre institution au cœur des mesures ? Écoutez, nous on y est très favorable. Je pense que ça a été dit plusieurs fois, notamment par Aurore Berger, elle emploie le terme de prescription. Je pense que c'est là aussi l'aspect positif sur lequel nous on veut s'appuyer. On doit construire, c'est pas nous qui le disons simplement à l'ADEME, je pense que c'est documenté aussi bien par le GIEC, par l'IPBES sur la question de la biodiversité. La France s'est engagée au regard de l'accord de Paris, ou encore dans sa loi dernièrement sur la neutralité carbone en 2050. Alors ça paraît sympa à dire, neutralité carbone 2050, mais ça demande quand même des changements de pied assez conséquents pour l'ensemble des étages de nos sociétés. Et nous, on est persuadés à l'ADEME que par un message, par une fabrication, on le dit, on fabrique des imaginaires, on fabrique des récits, on doit montrer des exemples positifs. Là-dedans, la publicité, la communication a un rôle essentiel. Donc il faut absolument qu'on arrive à nouer ce partenariat positif au bénéfice de cette nouvelle société qu'on doit construire, non pas par idéologie politique ou partisane, par souci de survie de l'espèce d'ici 2050 avec un jalon important. Et pour la suite, c'est dans ces 3 prochaines décennies qu'on va poser les jalons, qu'on va poser les rails de cette nouvelle société, de ces nouvelles structures qu'il faut organiser. Et là-dessus, la communication a un rôle conséquent. Amandine Rogemann, vous êtes l'un des 150 citoyens qui ont travaillé sur ces sujets. Pensez-vous que la publicité puisse générer des comportements positifs ? Et d'abord, peut-être, qu'est-ce qu'un comportement positif de consommation ? Alors écoutez, pour comprendre la réflexion qui a été la nôtre, je vais quand même redonner rapidement ce contexte rappelé par Mercedes Serra en tout début de cette matinée. On devait réfléchir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et à partir de là, une donnée centrale, un Français émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Quels sont les postes de ces émissions ? La consommation en fait partie. Et là, nous, en tant que citoyens, on a trouvé des postes et on a découvert des postes d'émissions insoupçonnés.
que le citoyen moyen, je pense, ne connaît pas. La pollution numérique, le textile, qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les évolutions aussi de ces secteurs dans les années à venir? Les projections sont en hausse. Et on se doit de réagir face à ça. Quels sont les leviers? Et la publicité est un levier identifié par la Convention citoyenne aujourd'hui. Elle est un levier non seulement parce qu'on l'a dit, elle peut permettre d'apporter une information sur les dangers ou les risques d'usage concernant un produit ou l'aspect meilleur d'un produit plutôt qu'un autre, mais aussi parce qu'elle peut recréer ce désir de consommation vertueuse. Donc si je devais le résumer, aujourd'hui pour moi, ces comportements de consommation vertueux sont des comportements choisis et non subis. Ce sont des comportements qui précèdent aussi d'une réflexion entre un mieux et un moins bien, donc une capacité à évaluer, et enfin des comportements qui prennent en compte et qui s'inscrivent dans un futur plus durable et qui prennent en compte cet impact climatique. Avant de vous faire réagir, Bertrand Cissot, il y a une question là, de ceux qui nous regardent qui tape exactement sur ce que vous venez de dire. Amandine Rogemann, les citoyens veulent beaucoup de choses. Cela passe beaucoup aussi par des interdictions. Comment passer à du proactif? C'est ce que vous disiez sur la différence entre subir et être moteur. Écoutez, en tant que citoyen, on aimerait être en capacité de choisir, en tant que citoyen consommateur, de choisir sa consommation. Nous, ce qu'on propose, il y a en partie un volet de réglementation, bien entendu, pour le secteur de la publicité, parce qu'on a pensé que à la fois l'énorme pouvoir d'attractivité de la publicité n'était pas incompatible avec le fait de réglementer ce secteur. C'est une position qui fait débat aujourd'hui et on le comprend tout à fait. Maintenant, nous, on plaide pour une complémentarité des modalités d'action. Bertrand Cissot, une réaction à ce qui vient d'être dit par Amandine Rogemann et un peu plus tôt par Arnaud Leroy. S'il y a des convergences entre vous tous, jusqu'à quel point pensez-vous que le secteur de la pub puisse aller, justement ? Non, mais chacun est dans son rôle et Arnaud à l'ADM et la Convention citoyenne pour le climat ont raison de nous inviter à être inventifs et audacieux. Je reviendrai une seconde sur ce que vous évoquiez, Amandine, en termes de réglementation, parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette transition, elle se fait au bon rythme si elle préserve aussi les équilibres économiques, et notamment lorsqu'ils sont fragiles. Et il y en a un qui est fragile, c'est celui des médias aujourd'hui. Et Marianne le rappelait très justement, ils ont une mission essentielle dans notre démocratie. Et ils réalisent une transformation digitale difficile. On ne peut pas nier que l'émergence de plateformes de commerce et de divertissement ont déplacé une partie des flux d'investissement publicitaire. Et donc, le jeu de la réglementation n'est pas le même selon qu'on est un média d'information ou une plateforme qui fait un autre métier aussi respectable. Et ça, c'est dangereux parce qu'il faut faire attention, je pense, à ne pas surréglementer trop des médias qui le sont déjà beaucoup. Et là, les annonceurs ont une responsabilité. Je voudrais juste finir par ça, parce que je pense que pour chaque euro investi, pour chaque euro qu'un annonceur fait le choix d'investir dans un média d'information, ce choix compte double, parce qu'il compte pour la pertinence de la campagne, mais il compte aussi en tant qu'utilité pour la société. Et ça, c'est une dimension vraiment importante, à mon avis, que l'on doit avoir en tête pour réussir la transition qui doit forcément bénéficier aux médias qui fabriquent l'information responsable aujourd'hui. Vous avez ça en tête, justement, Marianne Siprodi ? Oui, absolument. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec nos confrères des médias et leurs régies depuis plusieurs semaines dans une sorte de contrat climat avec, nous allons annoncer dans les jours ou semaines à venir plusieurs actions concrètes et précises, bien sûr dans un échange avec les citoyens et avec nos partenaires comme l'ADEME. Mais pour nous, si vous voulez, notre conviction dans le débat qui nous réunit aujourd'hui, c'est de prôner plutôt l'incitation que l'interdiction. Et donc d'aider les Français à mieux consommer en les informant, en mettant à l'honneur des entreprises qui ont des actions vertueuses déjà sur la biodiversité et donc qui est tout à fait concernante. Donc quand on parle d'incitation plus que d'interdiction, ça veut dire qu'on considère que la communication n'est pas le problème, c'est plutôt la solution pour aider à transformer cette société et aider dans cette responsabilisation de pratiques vertueuses.
Amandine Rogemann, vous avez travaillé au sein de la Convention citoyenne sur ce sujet aussi de l'acceptabilité. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Marianne Siprudis ? Alors, sur ce sujet que l'infantilisation n'est pas une solution, je ne peux qu'abonder, parce qu'en fait, je pense que la Convention citoyenne est le meilleur exemple vivant de l'apport d'un socle d'information commun qui nous a permis de passer à l'action et aussi de passer à un autre débat. C'est-à-dire que très vite à la Convention, quand on a compris les enjeux climatiques, la question n'était plus celle du changement, d'accepter le changement. Tout le monde était d'accord. La question, c'était comment. Donc vous passez quand même dans une dimension autre, qui est celle de l'appel à l'action, tout à fait. Après, un dernier aspect, c'est que je pense que dans cet impératif d'information, de conscientisation des citoyens, la communication est un relais, mais n'est pas l'unique relais. Nous proposons aussi beaucoup de choses sur l'éducation, qui est structurante, sur l'information, l'affichage des produits, donc là, qui est quelque chose qui a trait directement aux entreprises et aux producteurs également. Donc voilà, c'est un ensemble et je tiens à le dire parce que la communication ne peut pas toute seule tout faire. Arnaud Leroy, l'incitation, mais aussi voilà, un enjeu d'apprentissage qui dépasse le cadre des communications publicitaires. Quel levier vous identifiez pour une éducation aux consommations responsables ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ait un impact significatif sur les consommateurs ? Je pense qu'il faut, sortir du cercle des initiés et des convaincus. Donc ça, c'est un premier point. Secondo, se baser sur des éléments de référence qui soient crédibles et de bonne qualité. Donc, par exemple, sur le porte de la connaissance, si on veut différencier les produits, c'est peut-être s'appuyer sur des labels, notamment les labels publics qui existent. Je prends un exemple, l'écolabel européen, qui est un label qu'on partage tous en plus à l'échelle de l'Union, qui porte sur plusieurs centaines de produits différents. Donc voilà, je pense qu'il y a ce sujet-là. Et je crois que sur le débat interdiction, incitation, il y a un autre acteur qu'il faut regarder, c'est que c'est compliqué, en tout cas, de parler d'interdiction pour des produits qui sont autorisés. Donc c'est ça aussi le vrai débat, c'est que si on autorise la mise sur le marché de produits qui sont peut-être considérés comme climaticides, comme on peut le lire par-ci par-là, dans ce cas-là, la vraie réflexion qu'il faut qu'on ait, c'est l'interdiction de la mise sur le marché de tels produits, et non pas de faire porter cette responsabilité simplement soit à des annonceurs ou à des réseaux de médias. Donc ça, c'est un autre débat. Mais moi, je vous le dis en conviction, il y aura des produits qu'on devra sortir du marché dans les décennies à venir de par leur impact sur l'environnement. Donc ça, c'est une réalité, mais ça ne concerne pas que la publicité. C'est aussi une responsabilité collective, une responsabilité de l'État qui devra aussi travailler sur ces sujets-là à l'avenir. Mais sur l'incitation, aujourd'hui, on a beaucoup quand même d'éléments importants. On voit que les labels fonctionnent bien à partir du moment où ils sont considérés comme des instruments de confiance. Donc il faut qu'on se limite aussi, parce qu'il y a une jungle des labels. Là-dessus, je vous invite à regarder les travaux qu'on a pu réaliser à l'ADEME. On a un petit guide là-dessus. C'est vrai que les labels à contenu public, avec des acteurs publics, sont reconnus comme des éléments de confiance. Et il faut qu'on puisse rassurer les consommateurs pour éviter ce qu'on a appelé, ce qu'on continue d'appeler le greenwashing. On voit certains sortir des labels simplement pour se donner, une bonne conscience. Et derrière, il n'y a quand même pas beaucoup d'actions ou beaucoup d'efforts. Donc il faut qu'on mette vraiment en avant et qu'on fasse le tri vers les labels qui sont responsables pour éviter de tromper le consommateur et le téléspectateur quand il regarde des publicités, notamment via la télévision. Et comme la vie est bien faite parfois, Arnaud Leroy, question du public sur le greenwashing. Les mesures en réflexion intègrent-elles un bannissement du greenwashing ? Pourquoi ne pas pénaliser les marques qui en usent encore ? Qui veut répondre ? Amandine Rogemann, peut-être ? Écoutez, moi je pense que les travaux de la Convention s'inscrivent dans ce type de réflexion. C'est une consommation d'abord qui est une consommation qui recrée aussi de la confiance entre les citoyens, les consommateurs et ce qu'ils achètent. Donc oui, le greenwashing pour nous est à bannir et la Convention citoyenne est un exercice de recréation de cette confiance aussi avec le politique. Donc ça s'inscrit dans tous les sens. La transparence, ça fait partie d'une transparence et d'une honnêteté qui, je pense, est recherchée aujourd'hui par les consommateurs. C'est une tendance forte
Autre question du public, les Français, alors voilà, ça c'est une idée reçue ou pas, je ne sais pas, et je ne sais jamais si les deux modèles sont comparables, on les compare souvent aussi en ce qui concerne l'éducation nationale, etc. Les Français sont moins disciplinés que les Scandinaves. Doivent-ils choisir entre liberté et responsabilité? D'abord, est-ce que c'est vrai que nous sommes moins disciplinés que les Scandinaves sur ces sujets de consommation vertueuse, et faut-il choisir entre liberté et responsabilité? Peut-être que Arnaud pourra nous en dire plus par rapport aux études comparatives entre les autres pays européens. Peut-être, Arnaud Leroy, vous avez pour répondre à cette question du public? Non, moi je pense que les Français, on se situe quand même dans la maille, en tout cas sur les baromètres qu'on peut faire, dans la maille du haut du panier en Europe. Après, par exemple, sur l'exemple que vous prenez, liberté versus responsabilité, je pense que quand on voit le comportement des Français par rapport au confinement, on peut quand même que saluer quand même une grande majorité, une extrême majorité de Français responsables. Donc moi, c'est ce que je retiens, et je pense que sur le débat climat, biodiversité et situation en 2050, on est dans autre chose. Je pense qu'il faut vraiment que chacun d'entre nous comprenions qu'on parle, bon an mal an, que de la survie de l'espèce humaine. Je ne parle pas des rhinocéros blancs, gris, noirs ou quoi que ce soit. C'est nous, c'est nos enfants, les petits-enfants pour les plus vieux d'entre nous. Donc voilà, moi j'ai des enfants qui ont un petit peu moins de 10 ans, ils seront en pleine force de l'âge en 2050, et vous aviez Jean Jouzel sur votre plateau, quand on écoute Jean Jouzel, quand on lit ce que dit le GIEC, qui est quand même pas une officine, complotiste, on voit très bien qu'on a des situations à préparer d'ici 2050. Donc c'est tout le travail aussi qu'on doit faire vis-à-vis des enfants, l'éducation nationale. On travaille beaucoup avec les équipes de Jean-Michel Blanquer d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est la fabrication du citoyen qui devra affronter ces crises climatiques. Donc c'est ça aussi l'enjeu. Et pour nous, la question de la publicité, la question des messages qu'on peut passer et véhiculer par ça, les choix qu'on doit être amené à proposer sont dans cette grande équation. Merci beaucoup Arnaud Leroy d'avoir été avec nous, même surtout à distance, parce que c'est une gageure par ailleurs de pouvoir se déplacer. Avant de passer au troisième thème de cette matinée, on va peut-être dire un mot de conclusion. Bertrand Ciseaux, avec vous. Écoutez, moi je trouve que tout ce qu'on partage là est très enthousiasmant. La dynamique des États généraux, elle est vraiment bonne. Juste pour vous donner un chiffre, dans le groupe de travail que j'ai le bonheur d'animer avec Marianne et Bertie, c'est plus de 200 personnes qui en 3 mois ont donné un peu de leur temps, et un tiers de médias, un tiers d'annonceurs, un tiers d'agences. Et ça, rien que cela, si vous voulez, c'est, je pense, un pas très important dans une industrie qui, le rappelait Mercedes, n'est pas structurée comme le peuvent être d'autres secteurs. Donc c'est un véritable effort, et je suis très confiant sur le fait qu'on aboutisse avec nos parties prenantes externes en dehors de la filière, parce qu'on a réussi ça aussi. Vous voyez, l'échange avec l'ADEME, avec Amandine est à l'image de ce que l'on construit. Maintenant, il faut trouver les solutions concrètes et qui ont un véritable impact et qui permettent de changer la donne, parce qu'effectivement, il y a urgence. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau. Troisième thématique à présent, et c'est avec Gauthier Piquet que nous allons en parler, la gouvernance et les possibilités d'évolution de la communication. Encore un vaste programme. Bonjour Gauthier Piquet. Bonjour Marie. Vous êtes le président de Publicis Média France et le président de l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil et d'achat média. Alors avec vous, nous entrons dans la troisième partie de ces états généraux de la communication et de nos débats. Donc, on va s'intéresser plus précisément à la gouvernance, aux possibilités d'évolution de la communication. On l'a bien compris ce matin, la communication doit se transformer. Alors, de quelle manière, selon vous ? C'est une bonne question. Je pense que depuis ce matin, on entend des mots forts, label, surlabel, régulation, autorégulation, voire surrégulation. Donc, nul doute, de toute façon, les États généraux offrent un débat ouvert qui doit nous permettre, comme vous l'avez dit, d'évoluer, de transformer. Je ne pense pas qu'il faille parler de révolution, mais au contraire, à un moment, de voir une dynamique de progrès, une démarche active et qui soit ouverte avec l'ensemble. Mais pour voir cette démarche active, pour à un moment donner une trajectoire, il faut sûrement faire un point sur ce qui existe, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis aussi sûrement voir ce que l'on doit faire individuellement et collectivement.
On l'a vu depuis tout à l'heure, il y a un débat qui doit se créer avec le citoyen, avec les associations, avec les médias, les marques, les agences, le régulateur, l'État. Tout le monde doit avoir un moment voix au chapitre et on doit ensemble avoir une seule quête. C'est une quête de responsabilité, une quête de faire mieux. Alors il y aura toujours à un moment ceux qui veulent interdire et on ne pourra pas réguler sur les interdictions. Par contre, on peut effectivement s'inscrire dans cette démarche de progrès. Et donc je pense que ce thème ouvert va être de réfléchir à comment voir ce qui est mis en place aujourd'hui et voir ce que l'on peut optimiser, mais aussi, parce qu'il va falloir en parler, mieux agir sur le contrôle, mieux agir sur les sanctions, parce que de temps en temps, il y a des dérapages, des faits divers. Alors, on ne va pas passer du temps à parler ceux du passé, mais on va essayer que demain, il y en ait un petit peu moins et que tout simplement, gouvernance et régulation fonctionnent mieux. Eh bien, vous venez avec moi, on va rentrer avec plaisir dans le détail avec notre prochain invité, Thierry Libert. Thierry Libert, soyez le bienvenu, installez-vous. Vous êtes conseiller au Comité économique et social européen, chercheur au Earth and Life Institute et co-rédacteur du rapport Publicité et transition écologique remis au gouvernement au mois de juin dernier. Merci beaucoup d'être avec nous. Que devons-nous, en quelques mots, pour ceux qui ne l'ont ou pas lu ou même peut-être pas entendu parler, que devons-nous retenir, pardonnez-moi, de ce rapport en quelques mots ? Que pendant des années, en France, on s'est intéressé, pour lutter contre le dérèglement climatique, à des problématiques économiques, économie circulaire, nouveaux modes, Philippe Moiti l'a très bien dit, à des problématiques d'innovation technologique, à des problèmes de finances durables, d'investissement socialement responsable. Mais on ne s'est jamais attaqué à un truc qui est super important, c'est ce qui est dans nos têtes et notre imaginaire. Et l'imaginaire, il est beaucoup façonné justement par la publicité. Donc un message important, c'était justement de faire le lien aussi par rapport à nos pratiques de consommation. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ce rapport que j'ai remis, il fait suite à un rapport précédent sur la lutte contre l'obsolescence programmée, la durabilité. Donc on voit à quel point l'ensemble des sujets sont vraiment extrêmement intriqués. Alors à l'intérieur du rapport, d'abord, il y a une prise de position par rapport à un certain nombre de sujets qui sont des sujets très, très polémiques, comme celui de l'alourdissement des mentions ou des interdictions. Alors sur ces deux points-là, sur l'alourdissement des mentions, ma position c'est déjà il y en a beaucoup. Ensuite, on s'aperçoit que c'est pas très efficace. Et ensuite, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, c'est difficile de demander à la publicité de faire son travail et de vendre des produits, et en même temps de dire, oui, mais réfléchissez quand même à 2 fois avant d'acheter. Et sur la problématique des interdictions, je pense que économiquement, c'est un peu suicidaire, surtout en cette période actuelle. Je pense que techniquement, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et je pense que politiquement, c'est un peu compliqué parce qu'à partir du moment où on rentre dans le débat sur la publicité par une demande d'interdiction, on casse le débat. Et on est quand même dans une volonté d'échange, donc essayons plutôt de trouver autre chose. Donc, alors, je voudrais quand même éviter que mes amis publicitaires se rassurent trop vite. C'est-à-dire que dans le rapport, il y a aussi cette idée de pas d'interdiction, mais c'est pas illogique de penser que, comme le disait très bien Arnaud Leroy à l'instant, s'il y a des demandes d'interdiction de produits, je pense aux véhicules thermiques, aux produits plastiques en 2040, c'est pas illogique de penser qu'on peut peut-être restreindre fortement la publicité quelques années avant. Et puis là aussi, pour faire le lien avec ce qu'on a entendu avant, Jean Jouzel il parle bien d'une urgence climatique. Et moi, je crois aussi à la vertu de l'épée de Damoclès sur les changements de comportement. C'est-à-dire que si ça ne va pas assez vite, je crois que les pouvoirs publics vont à un moment donné se résoudre à passer par les interdictions. Donc il y a un certain nombre de sujets dans le rapport qui est sur le site de la documentation française. Il y a 23 propositions pour essayer d'avancer un peu les choses. Je pense qu'on va y revenir par la suite. Il y a un travail sur la régulation, la gouvernance. Il y a un gros travail sur les représentations. Ça a beaucoup été souligné par tous ceux qui sont intervenus avant. Ce qui a été fait sur les stéréotypes, le genre, l'image de la femme, on demande que ce soit fait pour le climat. Puis il y a aussi comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte d'être sur une trajectoire carbone neutre pour l'industrie publicitaire. Et puis, dernier point, c'est essayer d'encourager les publicités pour des produits éco-responsables. Alors là, il y a beaucoup de choses, Gauthier Piquet, dans ce que vient de dire Thierry Libert. Est-ce que vous voulez réagir ou même l'interroger vous-même? Je pense que tout simplement, ce que dit Thierry est juste passionnant. Et c'est
tout l'enjeu de ces états généraux de la communication, c'est de savoir écouter et échanger. Je suis d'accord sur... vous savez, aujourd'hui, la puissance d'une bonne campagne publicitaire, elle se résume à un propos clair. Et donc, aujourd'hui, l'effet d'avoir trop de mentions nuit à cette clarté. Et notre seule quête, aujourd'hui, c'est la préservation de la planète et d'apporter le bon message aux citoyens. Donc il y a un vrai enjeu, comme le disait Thierry, sur les mentions. Et puis je pense qu'on va en débattre, mais bien évidemment, il y a un enjeu d'évoluer sur les systèmes de gouvernance. Et c'est nécessaire, et c'est le but de ces discussions, de ces dialogues, c'est de pouvoir, grâce à des experts, de faire des arrêts, et puis avec une discussion avec le citoyen, avec les associations, d'essayer de co-construire ensemble. Je le disais, on a tous un rôle, je pense, collectif à jouer. Sur la gouvernance, Thierry Libert ? Gouvernance, c'est un grand sujet. D'ailleurs, ça cristallisait beaucoup de débats. J'avais été auditionné par la Convention citoyenne sur le climat, et c'est vrai que ce sujet-là, il est intervenu. Alors, sur la gouvernance, il faut distinguer. Parce qu'il y a le rôle de l'RPP qui est relativement peu connu. On va en parler, je pense, tout à l'heure, sur la régulation française, qui est relativement peu connue. Moi, justement, quand j'étais auditionné, on m'a beaucoup parlé du rôle du CSA, mais le rôle de l'autorité sur la publicité était relativement peu connu. Pour avoir étudié ça au niveau européen, c'est un système qui fonctionne bien en France. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système qui est à l'avant-garde, qui est plutôt ambitieux par rapport aux 27 autres pays de l'Union. Mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Je pense qu'on peut améliorer la gouvernance. Moi, je ne trouve pas normal qu'il n'y ait pas de représentants d'associations de consommateurs ou d'ONG environnementales dans les instances de gouvernance. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus rapidement sur le système de plainte. Je ne trouve pas normal qu'entre le moment où vous portez plainte et le moment de la décision, enfin de l'avis, il se passe 2 ou 3 mois. C'est-à-dire, en fait, la campagne, elle est déjà arrêtée. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je crois qu'on peut avancer. Mais il faut faire attention parce que la publicité n'est pas juste le cristallisateur de tous les mécontentements. Pour le dire autrement, il y a énormément de règles sur le domaine de la publicité. Moi, je trouve là aussi pas très logique que dans le domaine de la publicité, vous êtes extrêmement contraint, mais que dans le domaine du marketing, vous pouvez tout dire. C'est-à-dire que vous pouvez appeler votre shampoing écologie quelque chose ou nature quelque chose, etc. Personne ne peut vous empêcher. Alors que si vous mettez ça sur une publicité, alors là, votre publicité, elle va être interdite. Donc il faut peut-être aussi avoir une vision un peu plus globale. Qu'est-ce qu'on met dans les boîtes aux lettres? Qu'est-ce qu'on met sur les produits, le packaging, et puis sur la publicité. On va élargir justement un petit peu le débat maintenant. On va accueillir la directrice générale adjointe de l'Union des marques et le directeur général de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Laura Boulet, Stéphane Martin, bienvenue à tous les deux, installez-vous. Voilà. Alors Laura Boulet, vous allez pouvoir nous expliquer plus concrètement justement le rôle des marques dans cette volonté de progrès, de quelle manière agissent-elles, quelle est leur marge de manœuvre justement. Bien sûr. Alors effectivement, ça fait de nombreuses années que les marques avancent, mais elles ont encore accéléré il y a 3 ans et maintenant il y a 1 an. On travaille sur des plateformes de communication, de marketing responsable avec l'ADEME. Mais à l'Union des marques, on a effectivement accéléré il y a 3 ans en lançant le programme FAIR, qui est un programme qui est 15 engagements de communication responsable pour les marques. Aujourd'hui, il y a 40 entreprises qui sont signataires de ce programme. Et on essaye de travailler sur tout le cycle de vie des communications, c'est-à-dire le contenu des communications, leur diffusion, la façon dont on peut les éco-concevoir, que ce soit dans la production ou dans leur diffusion. Donc on essaye d'avancer comme ça sur tout ce cycle de vie. Et il y a 1 an, on a accéléré sur ces engagements sur la transition écologique. Et je vais vous donner 2 exemples des nouveaux engagements que les marques sont en train de mettre en place. Il y a d'abord, on a beaucoup parlé de représentation ce matin. Comment est-ce qu'on peut effectivement améliorer les représentations? Et l'idée, c'est d'être complémentaire de la RPP. La RPP vous dit, vous ne devez pas représenter telle ou telle mise en scène ou comportement contraire au développement durable. Nous, on a décidé en complément, que ces entreprises représentent des comportements qui sont favorables à la transition écologique. Et donc, nous sommes en train de finaliser un guide qui liste tout un tas de mises en scène, de bons comportements à insérer dans les messages publicitaires pour que les marques et leurs agences, quand elles font la conception d'un message, elles pensent à ces comportements. Concrètement, c'est vous avez une cuisine, vous mettez des produits en vrac. Vous avez une situation de mobilité, vous faites du covoiturage. Vous mettez en avant, par exemple, un geste de tri que le consommateur développe dans la mise en scène de la communication. Donc voilà, c'est plein comme ça d'exemples, de bons exemples
coûts à mettre dans les communications. Et puis, l'autre grand engagement du programme, c'est la neutralité carbone. C'est comment, effectivement, est-ce que les marques arrivent à faire le bilan du bilan environnemental de leur campagne de communication. Et une fois qu'on a fait le bilan, on s'engage à les réduire. Voilà. Alors ça, c'est pour les marques. Gauthier Piquet, comment ça se passe du côté des agences et du côté des médias ? Déjà, je pense qu'il faut rappeler que la France est un pays sur lequel on a le plus de régulation. Il y a plus de 350 textes qui encadrent la communication et l'autorégulation, ça fonctionne. En France, Thierry le disait tout à l'heure, on ne peut pas dire n'importe quoi dans la communication à n'importe qui et n'importe quand. Et donc, les agences, elles sont encadrées. Mais les agences, là aussi, elles ont décidé déjà depuis plusieurs années d'aller plus loin, de mettre en place des projets, donc dans leurs interprofessions, des projets pour partager une vision, des moyens d'action, des objectifs et puis surtout, à un moment, pouvoir les quantifier. Le problème, c'est toujours à un moment de travailler soit individuellement, soit collectivement. Et l'urgence, je dirais que maintenant, elle est collective. Elle est de pouvoir tous ensemble avoir les mêmes KPIs. Alors, si je devais citer comme Laura 2 grands exemples qui sont tenus par les agences et par les médias, d'abord, c'est bien évidemment de travailler sur l'éco-conception des campagnes, l'éco-création. On le sait tous autour de cette table, la publicité a une influence, va faire que cette influence soit positive. Et donc, il y a un très gros travail partagé au sein de l'ACC sur travailler à cette éco-création, à cette éco-conception. Mais lorsqu'on aura eu des bonnes campagnes qui mettront en avant des produits, mais aussi des usages, c'est très important de travailler sur les usages, il faudra aussi que ces campagnes soient dans l'éco-production et l'éco-diffusion responsable, c'est-à-dire produites et diffusée avec des médias responsables engagés dans une neutralité carbone. À propos de campagne, question du public, parce qu'évidemment il y a les campagnes publicitaires, etc. des marques. Pour changer les comportements, il faudrait que l'État fasse des campagnes. C'est-à-dire que là c'est un peu autre chose. En a-t-il les moyens et en a-t-il l'envie ? Alors déjà, l'État est un gros annonceur du marché publicitaire, ne l'oublions pas. Et grâce à l'État, nous avons été formidablement accompagnés par la communication pendant ces 2 crises du confinement. Mais ce que dit ce spectateur là, ce matin des États généraux de la com, il donne 1 ou 2 exemples et il dit notamment comme l'État l'a fait sur des campagnes de santé, des campagnes sur les antibiotiques, etc. Complètement. Je pense que c'est là où je dis que il y a une quête collective. Chacun doit être autour de la table et prendre sa part de responsabilité, mais d'avoir un travail collectif. Il ne faut pas opposer l'État à d'autres. Nous devons tous travailler ensemble. C'est le but aujourd'hui des États généraux de la communication. Et l'État doit avoir aussi sa part de responsabilité dans les messages qu'il doit évoquer. Et donc, effectivement, générer sûrement plus de campagnes et peut-être plus de campagnes d'usage, alors que souvent les entreprises vont être plus sur des campagnes de marque. Mais il doit y avoir convergence clairement de propos. Stéphane Martin, des engagements, nous l'entendons, ont été pris par les marques, etc., les interprofessions. Mais quel est votre rôle ? Quelles sont vos missions et que régulez-vous ? Justement, je salue le rapport de Thierry. Alors, Thierry, évidemment, connaît le dispositif, puisqu'il a été partie prenante depuis très longtemps d'instances associées au dispositif d'autorégulation. L'autorégulation, ça réunit les marques, les agences et les médias depuis très longtemps, depuis 85 ans exactement, avec un objectif de consensus. Et ces États généraux montrent cet objectif-là. C'est un dispositif d'autorégulation qui s'inscrit d'abord par des engagements. Et comme Laura l'a dit, c'est des engagements à ne pas faire. Et donc, il y a une règle sur les arguments écologiques encore renforcée, et ça a été dit, Thierry l'a dit, c'est une des règles, la France a des règles exigeantes en droit dur, mais aussi s'impose en droit souple parmi les règles les plus exigeantes d'Europe. Et notamment cette règle sur tout ce qui est le développement durable, les arguments environnementaux, est extrêmement exigeante sur, on va dire, ce seuil qui est encore monté, ce niveau d'exigence qui est demandé aux marques, notamment sur le changement climatique, ça a été utilisé, l'économie circulaire, enfin toutes ces grandes thématiques sont là et donc il y a une exigence. Alors cette exigence de cette règle n'est pas faite toute seule, elle est bien sûr co-construite par les professionnels, mais elle est surtout faite aussi avec les associations qui sont réunies dans une des instances où siégeait Thierry, qui est le Conseil paritaire de la publicité, où les ministres nomment des associations de consommateurs environnementaux avec les professionnels et co-construisent une règle. Toutes les règles, bien sûr, on parle de l'environnement, mais il y a évidemment d'autres règles sur, ça a été dit, les représentations. Tout ce qui est l'image de la personne fait partie des grandes règles socles de la déontologie, des règles mondiales, mais que la France renforce et transpose.
Alors après, le travail de l'ARP, l'autorité voulue, construite, bâtie par la profession, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner à tout stade de la création. Et bien sûr de revenir, et vous avez eu les jeunes créatifs par exemple ce matin, on revient vers eux, on leur dit évidemment ce qui va ou ce qui ne va pas à partir de leurs idées originelles. Donc ça c'est du contrôle évidemment a priori avant même la diffusion de la campagne, et puis il y a aussi au moment où la campagne est diffusée, donc elle est rendue publique, comme le disait Bertie, c'est ça le rôle de la publicité, donc elle est dans le champ public, et donc là il y a un contrôle qui se fait par plein de formes différentes, bien sûr par le jury de déontologie publicitaire, mais aussi par, et vous aviez Arnaud Leroy, par des bilans d'application des règles, et notamment un que l'on fait conjointement avec l'ADEME, mais comme on peut le faire avec d'autres autorités administratives. Mais je pose une question de béotienne. Quand je vous entends tous depuis tout à l'heure, depuis que ces états généraux de la communication ont commencé tout à l'heure, j'entends urgence. D'ailleurs, le mot n'a pas été prononcé que par Jean Jouzel. J'entends urgence, j'entends on réfléchit, les marques, les agences, le gouvernement, tout le monde réfléchit depuis un certain temps, certains ont pris la mesure, etc. Mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas faire bouger les lignes, peut-être tous en même temps, comme vous le disiez, mais rapidement, quoi? Et je pense que c'est la bonne question. Et il y a eu beaucoup de choses de faites, mais beaucoup de choses qui ont été faites individuellement. Les états généraux de la communication, c'est d'appeler tout le monde à travailler ensemble. C'est ce projet collectif qui est nécessaire. Il y a urgence de travailler tous ensemble et pas que nos groupes, les entreprises, les gouvernances travaillent en silo. Je pense que notre très grande chance de marcher, c'est la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, peut-être pour nos métiers, hier, aurait été vue comme une contrainte. Aujourd'hui, on la voit comme une opportunité. C'est une opportunité de partager, de proposer un projet commun. Je pense qu'Arnaud a très bien souligné, le danger, c'est de rester entre soi. C'est pour ça que nous avons besoin à un moment de rapport comme celui de Thierry pour nous challenger. On a besoin d'écoute chez Amandine pour être challengé, parce qu'on a besoin de dialogue, mais pour ça, il faut s'écouter. Pour ça, il faut à un moment passer du temps ensemble. Et donc, l'urgence, c'est de co-construire. C'est ensemble, à un moment, de trouver des terrains de convergence et une trajectoire. Et parce qu'il y a des urgences. C'est ça, Thierry Libert, pour réagir là-dessus. Oui, alors moi je suis un peu plus prudent. C'est-à-dire, je voudrais vraiment pas qu'aujourd'hui ce soit l'événement. Pour moi, c'est vraiment le tout premier stade. On a dit c'est tout premier stade. Dès les premières secondes de l'émission, on a dit c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que moi je trouverais un peu normal que si on parle de communication, il y ait des ONG environnementales, il y ait des associations de consommateurs. Enfin, il faut clairement aller plus loin. Il faut discuter avec ceux qui critiquent plus fortement le modèle de la publicité. Parce que le problème, il est dans les modes de consommation. Mais si on est sur cette idée qui est quand même reconnue par tous d'une urgence climatique, le problème, c'est qu'en dehors même du travail que fait la publicité, qui est là pour vendre, ça, on peut pas lui retirer, c'est un peu ce déséquilibre, parce que des messages de sensibilisation au développement durable, à vos comportements, vous en recevez combien par jour, en étant optimiste? 2, 3, 4 peut-être. Des messages de pub, au minimum, vous en recevez au moins 400. Qui vous disent il faut acheter, il faut consommer, etc. Et avec cet imaginaire que, ça a été beaucoup rappelé, que le bonheur, il est dans la consommation. Donc voilà, il faut juste à un moment donné se poser les bonnes questions. Le travail que fait l'Union des marques, il est excellent. Moi, je trouve pas normal que quand on vend une bagnole, c'est toujours un homme seul au volant, la quarantaine, dominant, qui fait la jalousie des enfants du voisin. Il faut peut-être s'interroger aussi sur cet imaginaire que véhicule la publicité. Donc là, c'est important. En un mot, on parle beaucoup de publicité responsable. On a franchi un cap. C'est-à-dire la publicité responsable, c'est pas la publicité sur des problématiques de responsabilité, c'est la responsabilité même de la publicité face aux grands enjeux de la transition écologique et du dérèglement climatique. C'est ça le sujet. On parle d'entreprise à mission, c'est quoi un publicitaire à mission? On parle de raison d'être d'entreprise, c'est quoi la raison d'être de la publicité? Il y a vraiment un sujet important, il y a une introspection. Ça a démarré parce qu'il y a eu des critiques très fortes, et merci à la Convention citoyenne d'avoir amené ce débat. Maintenant, clairement, il faut aller vite. Je voudrais qu'on fasse un tour de table justement sur ce qui vient d'être dit, Laura Boulet. Non, effectivement, moi je pense que tout est complémentaire à la question aussi sur le rôle de l'État. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a la sensibilisation par l'État, il y a ce qu'on appelle de la pub engagée, les marques font de la pub engagée et pas mal d'acteurs font de la pub engagée. Et après, il y a ce qu'évoquait Thierry, c'est que dans toutes les publicités,
il y ait des bons comportements, pour que ça rentre dans les esprits. C'est la prise de conscience. Cette méthode, on l'a développée sur les stéréotypes. Les 2 premières années du programme FAIR, on était sur les stéréotypes et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a essayé de gommer les stéréotypes pour faire changer. Et ça a fonctionné. Ouais. Et au-delà des 40 entreprises qui sont signataires du programme FAIR, parce que finalement, quand 40 grandes entreprises et plein de marques qui changent, tout le reste des marques et de la communauté change et tout le monde est sensibilisé. Donc c'est la prise de conscience et après, je pense qu'aussi il faut du concret, il faut des outils. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il faut un référentiel, il faut quelque chose qui soit utilisable par les opérationnels, par tous les professionnels pour qu'au quotidien, quand on conçoit tous les messages de communication... par exemple, qu'est-ce que vous appelez les outils? Alors les outils, c'est un référentiel sur les stéréotypes et c'est l'objet du guide pratique sur les bons comportements en transition écologique. C'est que vous regardez votre message que vous êtes en train de concevoir, vous avez une grille de lecture et vous vous posez les bonnes questions. Et là, sur les stéréotypes, est-ce que je suis en train de tomber dans le stéréotype ou pas? Et donc là, c'est est-ce que je vais par exemple dans mon message, je vais avoir représenté l'utilisation d'une ressource comme l'eau. Comment je vais faire? Comment je vais représenter? Est-ce que je vais pas représenter un comportement qui va vers l'épuisement de la ressource? Et en fait, comme ça, c'est une checklist, si vous voulez. C'est une checklist très opérationnelle. Et comme le disait Thierry, il y a beaucoup de messages publicitaires. Et si chacun des messages publicitaires, en fait, est sur ce registre-là, on change les comportements. Stéphane Martin. L'ARP est l'outil, en fait. L'ARP est l'outil. Si le greenwashing a énormément baissé toutes ces dernières années, c'est parce que quand même l'autorégulation s'est renforcée, a fixé, a mis bien sûr son contrôle en accompagnant avant sur les bonnes pratiques et son contrôle après. Bien sûr après, et c'est ça le rôle des états généraux et des dialogues qui ont lieu, c'est l'analyse justement un peu juridique et même opérationnelle de comment accélérer, ça a été un des messages d'une des recommandations, comment accélérer par exemple une décision du jury. Bon, tout ça est en place, tout ça est pensé, il y a maintenant un peu de statut, c'est normal puisque nous sommes une interprofession et il faut féliciter cette filière aussi et cette responsabilité pour que l'adoption se fasse aussi dans la bonne gouvernance, c'était le thème de cette session. Avant de vous faire réagir, Gauthier Piquet, il y a une question pour vous du public, Stéphane Martin. À l'ARP, on est un peu entre soi est entre guillemets, jusqu'où voulez-vous ouvrir? Je pense qu'il faut le rappeler, on est tous sauf justement entre soi. Alors déjà, c'est d'avoir les marques, les agences, les médias, des concurrents entre eux, tous ensemble. Donc déjà, il faut le rappeler. Et ensuite, c'est surtout, il y a des dispositifs ouverts. La société civile est dedans, les parties prenantes sont dedans. Elles sont par des instances, alors peut-être qu'il faut qu'elles soient encore à un autre endroit, mais il faut rappeler que les instances sont toutes présidées par des personnes non professionnelles. Elles ne sont pas de la profession, y compris le président de l'ARP. Le président de l'ARP est statutairement quelqu'un qui ne peut pas être de la profession. Donc c'est peut-être un entre-soi, peut-être mal perçu, mais c'est un faux entre-soi, ne serait-ce que déjà par son organisation et sa gouvernance en elle-même. Des évolutions peuvent toujours avoir lieu et ça, c'est justement à ceux qui sont les administrateurs de cet outil de le décider ultimement. Autre question du public, je la trouve intéressante parce que justement, quelles obligations de résultats pour tous? Médias, agences, annonceurs. Gauthier Piquet. Comme je le disais, on a déjà un système qui fonctionne bien, qui nous permet à un moment d'encadrer les messages. Maintenant, il faut qu'on soit plus agile. Il faut qu'on soit plus agile pour contrôler, voire sanctionner. On parle de régulation, donc à un moment, lorsqu'il y a dérapage, lorsque je pourrais dire il y a de temps en temps faits divers, il faut pouvoir vite agir. Et là, je pense qu'il y a encore un champ des possibles, encore beaucoup de travail à faire avec l'ARP, mais avec l'ensemble des partenaires et les associations pour définir à un moment la rapidité d'action. Donc moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le système, il n'est pas parfait. Il fonctionne, mais il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Il y a la gouvernance qui doit être réfléchie, travaillée. Il faut inviter toutes les personnes, mais il faut aussi à un moment se fixer des KPIs à un moment pour chacun, des KPIs clairs, une capacité tous d'avoir des mêmes méthodologies de contrôle de comment calcule-t-on à un moment la neutralité carbone, les gaz à effet de serre, etc. Donc il y a un enjeu collectif, très très important comme je le disais, et puis il y a un enjeu tout simplement d'être beaucoup plus agile et de pouvoir dire stop et expliquer rapidement quand il y a malheureusement des campagnes qui ne respectent pas les conditions. Thierry Libert. Deux points en complément. Le premier, c'est que quand on parle, comme depuis ce matin, de publicité, il faut vraiment prendre en compte que la publicité, ce n'est pas ce qu'on imaginait il y a encore 10-15 ans, c'est-à-dire les médias traditionnels. 50% de la publicité, elle est sur le digital.
Et là, on a vraiment un effort important à faire. Dans le dernier bilan qui a été fait sur la publicité environnementale, il y a une publicité sur 2 sur YouTube qui ne respecte pas la recommandation de développement durable. C'est gigantesque. Donc il faut aussi qu'on voit comment est-ce que tout cette... Et impunément, enfin je veux dire, il n'y a pas de régulation possible, de sanctions possibles. Ça viendra après. Et la sanction, elle est un affichage sur la terrible accélération oui, voilà. de la publicité sur le digital. Il faut qu'on fasse attention parce que sinon tout ce qu'on demanderait à la publicité classique, il ne faut pas laisser le champ libre à tout ce qui se passe sur le digital parce que c'est là où se fait la publicité maintenant et c'est les GAFA qui sont derrière. Donc vraiment attention à ça. Et puis deuxième point peut-être, dernier, c'est avant d'imaginer aussi de nouvelles règles, essayons d'appliquer déjà les règles existantes. Moi je ne trouve pas normal de continuer à avoir des camions publicitaires qui tournent à vide dans certaines grandes places d'agglomération. Je ne trouve pas normal un certain nombre d'affichages sauvages. Donc il faut peut-être aussi créer, imaginer de nouveaux scénarios, mais aussi penser qu'on a déjà un arsenal législatif réglementaire existant et qu'on peut peut-être commencer à l'appliquer sereinement. On a dit beaucoup de choses. Vous avez du pain sur la planche. Hein. Dès midi et demi, ça va être quand même très copieux. On a parlé de gouvernance, on a parlé d'urgence, on a parlé de régulation, de responsabilité, de travail en commun. Pour conclure, Gauthier Piquet, sur ce qui a été dit dans cette... Pour conclure, je dirais, Marie, on est, comme je pense qu'on partage tout, on est juste à un moment, à une première étape. Cette première étape, elle va être nourrie de rencontres, de débats et qu'il faut avoir dans les semaines et dans les mois prochains, mais aussi se donner un moment des objectifs communs. Les objectifs, je pense qu'on est tous d'accord, ils sont tracés par les accords de Paris et que ce soit dans la création de nos campagnes, annonceurs, marques, dans le travail que font les médias, les agences, eh bien on doit respecter ces accords de Paris. Et je pense que c'est vraiment la trajectoire. Après, il faut qu'on s'assied tous autour de la table. On a tous un rôle à jouer. Le entre-soi, je n'y crois pas. Je pense que, au contraire, plus il y aura d'ouverture, plus il y aura d'écoute, plus on réussira. Il ne faut plus s'opposer, mais au contraire, être dans la co-construction. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Ne jetons pas tout. Appliquons à un moment les gouvernances, appliquons les règles qui sont déjà en place et veillons à ce qu'elles soient respectées. Sanctionnons quand elles ne le sont pas. Et puis, évoluons. Transformons nos métiers. Je pense que tout à l'heure, Thomas, Maëlys et Clément, dans le thème jeunesse et responsabilité, l'ont clairement expliqué. On a un formidable pouvoir dans les mains. Il faut respecter ce pouvoir parce qu'il faut qu'on respecte le citoyen, il faut qu'on respecte les médias. Et donc, je pense que nous tous, notre rôle, c'est de travailler à une meilleure gouvernance et une meilleure régulation pour tout simplement, à la fin, faire que la publicité, elle serve à la transition écologique. Et personnellement, je pense qu'on est tous convaincus que ça va être le meilleur levier. Merci beaucoup à tous les 4. Merci. C'est absolument passionnant en tout cas. Je vais rejoindre, on arrive à la fin de cette émission, je vais rejoindre Franck Gervais et Mercedes Serra. Merci beaucoup. Merci. Ravi de vous retrouver tous les deux à nouveau. Évidemment, je sais que vous n'en avez pas perdu une miette depuis la régie. On arrive à la fin de ces premiers états généraux de la communication, édition donc 2020. On l'a redit il y a encore quelques minutes, c'est un point de départ et il y a encore beaucoup de travail. Je vous demandais de conclure tous les deux, Franck Gervais, d'abord. Alors, nous en régie, c'était passionnant, hyper dense. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, Marie. Mais j'ai trouvé ça passionnant. En plus, moi, je ne suis pas une spécialiste de ce secteur-là, même s'il me passionne depuis de nombreuses années et qu'on ne peut pas travailler dans les médias, s'intéresser aux médias sans s'intéresser à la communication et à la publicité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression quand même qu'il y a du pain sur la planche. Alors moi, il y a 3 choses que je retiens. La première chose, c'est qu'on s'est compris. On l'a vu, que bossant ensemble, débattant, faisant intervenir vraiment tout le monde, tous les spécialistes, non spécialistes, société civile, on a la même vision de la société de demain. On veut faire société ensemble. On voit le rôle de la communication dans cette transformation et on voit qu'il y a un accompagnement, une régulation à faire. Et donc aller vers plus d'expérience, de sens, d'utilité, passer de la possession à l'usage, informer, orienter. Là-dessus, on a bien vu qu'on était tous alignés. Il n'y a plus de débat sur marque, agence, médias. On va tous ensemble dans la même direction. Et que ça ne passait pas par l'interdiction, la stricte interdiction de la publicité qui aurait pu être une idée jadis. Ça, c'est mon premier point.
Mon deuxième point, c'est qu'il faut passer maintenant à des engagements, parce qu'on l'a dit, on est dans une situation d'urgence, donc on ne va pas encore passer 1 an à réfléchir, on va s'engager. Il va y avoir des engagements d'abord de secteur, parce qu'on parle d'industrie, de services, et là, ce n'est pas le sujet de la communication. Ça, c'est des sujets qui sont clés, fondamentaux. Ça prend du temps de transformer des industries en outils de production. Et puis, il va y avoir des engagements des États généraux de la communication qui vont porter sur le type de communication, nos communications responsables, leur diffusion responsable, leur impact environnemental et quel type de régulation pour l'accompagner. En gros, ça va être autour de ces 4 têtes de chapitre. Donc, c'est des engagements concrets qu'on va prendre, mais qu'on va prendre ensemble, collectivement, selon la même méthode. Et puis, vous allez me dire, très bien, mais tout ça, c'est quand Non, mais ça, c'est quand Tout ça, c'est quand Eh bien, on s'est donné rendez-vous pas dans 10 ans, on s'est donné rendez-vous dans 3 mois. Oui. C'est ça, je pense, l'échéance pour pouvoir livrer notre vision et des actions concrètes, donc avec des engagements. Et je pense que maintenant, tout est réuni pour pouvoir le faire. Donc, voilà un petit peu ce que je retiens, moi, de cette matinée. Mercedes. Alors, simplement, moi, ce que je voudrais ajouter, c'était un commencement, mais on avait déjà beaucoup travaillé. C'est-à-dire que ça arrive pas comme ça. Ça suppose plein de gens qui travaillent et ça va continuer. Donc, je les remercie de ne pas nous lâcher là, parce qu'il y a du vrai boulot. Et pourquoi il y a du vrai boulot? Je discutais avec Jean Jouzet, qui est quand même une merveille de la nature, tellement il est ouvert et intelligent, mais c'est compliqué. Et je discutais aussi avec Moati, c'est compliqué. Parce que si ce n'était pas compliqué, on aurait déjà réglé le problème. Philippe Moati a dit qu'il faut revoir le système économique. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je suis assez sensible à ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la publicité, mais en fait, le problème de fond, il est aussi qu'est-ce qu'on fait de économie et écologie? Parce que les inégalités sociales, j'ai aimé quand Jean Jouzet en a parlé, elles sont aussi importantes pour moi que l'écologie. Ou alors, je parlerai d'une écologie humaine, c'est-à-dire on ne va quand même pas perdre la moitié des humains qui sont là, parce qu'ils sont devenus plus pauvres, parce qu'ils ne parlent que de pouvoir d'achat, parce que dans les banlieues, ils ne racontent que des choses autour de la consommation. Eux, nos trucs de bobos, de consommation responsable, ils trouvent sympa, mais enfin, ils aimeraient bien accéder à. Donc, je pense qu'on a des vrais sujets, c'est-à-dire, on est le ministère de l'économie a mis reprise dans son intitulé nouveau. Et je pense qu'on aura aussi une responsabilité de reprise. Donc, on ne peut pas mettre tous les freins et dire... Vous savez quoi, la consommation, c'est pas bien. Moi, je dis aux Français, la consommation, c'est bien. Il faut l'orienter correctement. Mais le fait d'avoir des envies de faire vivre l'économie, on n'est pas très content, là, quand il y a marqué fermé dans des tas de petites boutiques qui ont disparu. Donc, c'est cet équilibre-là, cette intelligence-là qu'il va falloir avoir. C'est formidable. Moi, j'adore ça parce que c'est compliqué. Et pour ça, on a vraiment besoin des uns et des autres. Et l'objectif de ce moment-là, c'était bien ce partage. Je voudrais m'adresser plus particulièrement aux agences de com, parce que je sais qu'elles rament. Dans notre métier, c'est moins 25%, donc ils sont en difficulté. Il y en a qui nous regardent et qui se disent « Oh là là, va, c'est publiciste, bien sûr, ils peuvent faire des bilans carbone, mais comment nous, on les fait, les bilans carbone? On n'a même pas le début des sous. » Et donc, je dis à tout le monde, on a besoin de vous tous, des petites et des grandes, pas que des grandes. On a besoin de l'ensemble de nos annonceurs pour se caler maintenant et écrire ces engagements intelligents qui vont à la fois supporter les enjeux des inégalités, les enjeux de la reprise et les enjeux du climat. On a du boulot, ça je suis d'accord Marie, ça j'ai bien compris, je retourne vite bosser. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, moi, j'ai été très heureuse d'être au point de départ de ces états généraux de la communication. Je vous remercie tous de votre confiance. D'ailleurs, Marianne Siproudis également. Merci à tous celles et ceux qui nous ont aidés aussi à préparer cette émission, car donc c'était un travail collectif. Merci Toledano, Gauthier Piquet, Bertrand Ciseaux, Sébastien Danet, l'équipe de Emmanuel Prache et celle de Troisième Œil Production. Personnellement, je remercie infiniment Raphaël Gallo de sa collaboration. Nous avons fait une bonne équipe, je crois. Merci Raphaël, merci à Bruno Pinet qui a réalisé cette émission. Merci globalement à toutes les équipes de l'image et du son, car on est tous bien placés pour le savoir.
sans son et sans image, cette émission n'aurait pas eu lieu. Donc merci beaucoup à tous et essentiellement à vous toutes et tous qui nous avez suivis ce matin. À bientôt.